Bonjour à ceux qui nous rejoignent, rebonjour à ceux qui étaient avec nous ce matin. Donc cet après-midi, on attaque notre deuxième table ronde. Donc là, ce matin, on a eu plusieurs interventions et cet après-midi, on va être plutôt en dialogue, en partage de bonnes pratiques, en partage d'expériences. Donc 5 IAE vont être représentés, l'IAE de Brest avec la directrice Marie-Noëlle Chalet, le directeur de l'IAE de Dijon avec le directeur Samuel Mercier, l'IGR IAE de Rennes avec Fanny Rognoux qui nous a rejoint à distance et qui est spécialiste en marketing et chargée d'une mission en développement durable et responsabilité sociale. L'IAE d'Aix-Marseille représentée par Carolina Serrano Archimi, maître de conférence habilitée à diriger des recherches, et moi-même qui suis directrice de l'IAE de Toulon. Donc je vais peut-être céder la parole à Marie-Noëlle et Samuel qui vont animer cette table ronde. Recording in progress. Recording in progress. Okay. Voilà, ça va pas être possible. Non, mais normalement, si tu parles fort, le son, c'est le son. En fait, c'est capté par le... C'est bon. Voilà. Donc, on souhaitait avec Samuel poser un certain nombre de questions et de permettre à chacun de partager les pratiques que nous avons les uns et les autres. J'ai un petit retour dessous. Voilà, ça devrait aller. J'espère que vous m'entendez bien quand je parle. Apparemment, oui. Ok. Parfait. Alors, est-ce que tu peux mettre la slide après? Voilà. Donc, on voulait faire d'abord un petit tour de piste de 5 IAE, donc, dont les directions où leurs représentants sont présents, sur ce qui est déjà fait au sein des IAE sur le développement durable et sur la responsabilité sociétale, avec, comme on l'a vu ce matin, avec les présentations qui ont eu lieu, en fait 3 champs principaux. Le champ de la formation, puisque il y a eu énormément d'éléments, notamment dans le rapport Jouzel, autour du besoin de former tous les étudiants à ces questions, de les acculturer déjà autour du développement durable et de mettre en œuvre aussi des enseignements susceptibles d'amener le changement de comportement. Le deuxième champ, c'était celui du pilotage de nos institutions, savoir ce qu'on pouvait faire et comment on pouvait aussi mesurer notre impact en tant qu'IAE. Et puis le troisième champ, c'est celui de la recherche en sciences de gestion. Donc, je vais laisser la parole peut-être à Fanny, puisqu'on va laisser un peu plus de place aux gens qui sont à distance. Donc, Fanny Rognoux est de l'IGR IAE de Rennes. Et Fanny, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous faites au niveau de la formation dans le cadre du développement durable et dans le champ qui nous était un petit peu les injonctions que nous avons reçues ce matin par nos 2 intervenants? Ok, très très bien. Alors merci déjà de nous donner l'opportunité, donc IGR IAE Rennes, de nous exprimer sur ce sujet-là. Ça nous tient vraiment à cœur de pouvoir aller plus loin encore que ce que l'on a entrepris déjà depuis quelques années. Rapidement, juste avant de parler de la formation, je voulais refaire une petite introduction rapide pour poser le contexte. Donc là, moi, je représente aujourd'hui Gwenaëlle Poilpot-Rocabois, qui s'excuse de ne pas pouvoir être présente. Et donc, je vais essayer d'être fidèle finalement à tout ce qu'elle a, au fait de pouvoir retranscrire tout ce qu'elle a entrepris déjà depuis le début de son mandat, donc depuis 4 ans.
Moi, je suis arrivée donc en tant que maître de conférence à l'IGRIAE Rennes il y a 4 ans, donc je suis arrivée à peu près en même temps qu'elle. Et donc voilà, je pense avoir une vision globale de tout ce qui a été mis en place depuis 4 ans, d'autant plus que au bout d'1 an, donc quand je suis arrivée à l'IGRIAE Rennes, mon objectif à titre personnel, c'était de pouvoir créer du lien davantage entre mes enseignements, ma recherche et puis mon engagement dans l'institution et même à l'extérieur. Et donc, ça a commencé finalement cet engagement citoyen, on va dire, pour l'institution, à partir d'une initiative donc de l'université de Rennes 1 qui proposait à toutes les composantes de l'université d'avoir des ambassadeurs des DRS. Et donc, tout a commencé là, finalement, en 2019, on va dire 2020, où avec deux collègues administratifs, on a décidé de faire partie en fait de ce réseau des ambassadeurs des DRS. Et puis c'est à partir de là que tout a commencé. Et donc que Gwenaëlle Polpo-Rocabois a décidé de me confier en fait cette mission. Donc je suis chargée de mission depuis 3 ans, développement durable, responsabilité sociétale. Donc à ce titre, j'ai pu travailler, donc là je vais essayer de répondre spécifiquement à la question que vous me posez sur les actions des DRS dans le champ de la formation. Nous, donc, on a, comme je pense d'autres IAE, d'autres institutions, notre nouvelle offre de formation donc, sur laquelle il fallait travailler et qui prendra effet à la rentrée à la prochaine rentrée de 2023 donc. Donc l'objectif, c'était de pouvoir profiter en fait de ce travail de refonte des formations et des contenus dans le cadre de la nouvelle offre de formation et d'intégrer davantage de développement durable, responsabilité sociétale. Donc à cette occasion-là, j'ai piloté un groupe de travail formation avec des collègues volontaires, donc des collègues enseignants-chercheurs de toutes les disciplines. C'est ça qui était intéressant à voir, c'est que en mettant en place ce groupe de travail, on se rendait compte d'individus, de collègues qui étaient intéressés, qui se sentaient concernés par le sujet. Donc ça, c'était un premier intérêt pour nous. Puis un deuxième intérêt, c'était de voir qu'il y avait cette diversité, finalement, qu'il s'agisse de collègues en marketing, en finance, en RH, en compta contrôle. On partageait un intérêt commun à vouloir développer en fait les contenus de formation autour du développement durable. Donc on a dû avoir sur l'année dernière 4 réunions à peu près. Alors la première réunion, je vais essayer d'être concrète finalement, parce qu'il s'agit, je crois, d'un partage d'expérience. La première réunion nous a permis d'échanger sur notre manière de voir le développement durable et la responsabilité sociétale. Et donc on a dressé finalement des enseignements qu'on partage aux autres collègues qui ne font pas partie de ce groupe de travail en CVU notamment. Et alors, ce qu'il faut savoir, petite parenthèse, c'est que les autres collègues qui ne sont pas dans ce groupe-là n'étaient pas dans le groupe, non pas parce qu'ils n'avaient pas d'intérêt pour le sujet, mais aussi parce que par ailleurs, ils travaillaient sur d'autres groupes de travail, sur d'autres thématiques. Donc, premier groupe de travail, première réunion de ce groupe de travail vraiment intéressante, puisqu'on a un partage de vision, de philosophie qu'on rattache au développement durable. Et ça nous permet de voir les éléments sur lesquels on est en accord et de pouvoir commencer à dresser des grandes lignes de ce qu'on aurait envie de pouvoir mettre en place dans le principe, dans la philosophie. Et puis sur les réunions de travail qui suivent, là on entre un peu plus dans le détail sur ce qu'on pourrait être capable de faire à un niveau L3, puis à un niveau M1, et on laisse un peu de côté dans un premier temps le niveau M2 qu'on laisse vraiment plutôt dans les mains en fait des responsables de formation pour CM2. Et petit à petit, on avance sur un contenu, un nombre d'heures, des personnes, des intervenants qui seraient à même de pouvoir prendre en charge ces cours. Et donc là, actuellement, il nous reste encore quelques éléments à finaliser pour entrer davantage dans ce fameux contenu avec une rédaction de syllabus pour pouvoir être encore plus précis sur ce que l'on envisage de proposer. Donc on a vraiment utilisé tous les travaux qui ont été faits. Alors, ce matin, il y a beaucoup d'organisations, d'initiatives, d'institutions qui ont été évoquées. On s'est inspiré de tout ce qui a été fait, notamment sur le travail autour des compétences développement durable. Et on a essayé de faire matcher notre réflexion et ces dispositifs qui mettent en avant les compétences. Alors, je ne sais pas si vous voulez que j'aille plus loin à ce stade ou si je laisse la parole aux autres. Je pense que
il faudrait peut-être épuiser un peu comme ça, on va tourner sur les 5 universités. Donc, sur la formation, si vous avez encore d'autres éléments à rajouter. Alors, donc, sur la formation, on a beaucoup utilisé finalement les expériences des uns et des autres qui avaient déjà été mises en place, parce que tout n'a pas démarré l'année dernière au moment où on a réfléchi à la nouvelle offre de formation, puisque beaucoup de collègues au sein de leur cours, ou des collègues en tant que responsables de diplôme au sein de leur formation mettent depuis plusieurs années en avant des choses, mettent en place des cours, des séminaires, des conférences. Donc nous, notre premier travail, ça a été d'essayer, je dis bien essayer, parce que c'est pas forcément évident, et peut-être que d'autres auront des témoignages dans ce sens-là, de faire un diagnostic, un petit audit. Voilà, je mets le mot petit devant, parce que là, c'est peut-être prétentieux de parler d'audit dans la mesure où c'est compliqué. Déjà d'avoir le retour de tous les collègues, et surtout, en fait, c'est pas forcément le retour qui est compliqué, c'est surtout le fait de savoir ce qu'on met, en fait, dans le développement durable. Il y a sûrement plein de collègues qui font des choses qui sont en lien avec le développement durable, la responsabilité sociétale, mais qui ne voient pas les choses de la même manière, ou n'ont pas circonscrit en fait ce concept-là de la même manière que les autres. Donc il y a eu quand même un travail de communication sur ce qu'on entend par développement durable, et à partir de là, les collègues peuvent finalement considérer que oui, des initiatives qu'ils mettent en place relèvent du développement durable ou non. Donc je pense à des collègues notamment qui... je pense à une collègue, Rosane Périgot, qui s'occupe d'un master, donc en master 2 en franchise, qui a mis en place avec ses étudiants tout un fil rouge autour de la gestion des déchets dans les chaînes des franchises de restauration rapide. Et donc l'idée de faire un fil rouge autour de ça, il y a déjà une sensibilisation des étudiants au sujet, et puis après tout un dispositif qu'elle a développé autour de cette question de ce fil rouge avec les étudiants et avec les partenaires entreprises. Il y a d'autres exemples aussi que je peux citer, à titre personnel et aussi avec d'autres collègues en logistique ou en marketing. Nous avons été formés à la fresque du climat, et donc ça nous a donné l'opportunité de pouvoir la déployer en format un peu test finalement auprès de certaines de nos formations, certains de nos étudiants. Et on se dit que ça peut être intéressant de déployer à plus grande échelle, alors avec l'idée de ne pas forcément s'enfermer entre guillemets dans la fresque du climat, mais de travailler sur un modèle comme ça d'atelier participatif, collaboratif, pour sensibiliser à différentes problématiques autour du développement durable. Et puis je pense peut-être aussi à une troisième action, donc là qui a vraiment été orchestrée par l'université et qui a pu être utilisée, déclinée dans toutes les composantes, et ça a été le cas pour nous. C'est le MOOC sur les objectifs de développement durable qui avait été développé en partenariat avec UVED. Et donc, nous avons eu l'opportunité à l'IGERIA Euren de pouvoir proposer à des étudiants volontaires. Alors, pour l'instant, on ne déploie pas à grande échelle certains dispositifs, on les teste. On voit ce que ça donne, on fait nos remontées aux personnes qui en sont les propriétaires ou les orchestres. Et puis, on essaye de participer comme ça à la dynamique de manière à pouvoir améliorer les choses et éventuellement pouvoir les déployer à plus grande échelle. Et donc, ce MOOC, comme son nom l'indique, l'objectif, c'était de pouvoir faire participer des étudiants à distance sur un programme de formation sur 4 semaines qui visait à les sensibiliser à ce que sont les objectifs de développement durable et ce que ça signifie pour eux, pour les gestionnaires qui le sont et qui vont devenir demain en entreprise. Voilà trois exemples que je peux vous donner d'initiatives qui sont mises en place par des collègues dans leur formation, la fresque du climat, les MOOC développement durable. Et puis pour finir, je peux peut-être aussi parler de toutes les conférences que nous organisons. On a une vie associative bien développée, et donc on a beaucoup d'associations qui ont ces dernières années proposé des conférences en lien avec le développement durable. On a aussi notre association IGR Alumni, notre association des diplômés, qui a l'année dernière monté un pôle RSE, et le pôle RSE est très investi. On a trois diplômés qui ont voulu s'engager davantage sur cette tâche-là et qui nous ont proposé en fait d'organiser aussi des conférences. Donc à travers toutes nos associations, on a un déploiement de pas mal de conférences, en plus de celles que la direction s'attache à proposer régulièrement. Et alors sur les sujets environnementaux, on va dire, parce que ce qu'on a pu observer notamment sur le premier groupe de travail dont je vous parlais, formation donc avec les collègues, c'est que souvent on associe à développement durable la partie environnementale,
et on voit moins, ou plutôt en deuxième plan, la partie sociale. Et à l'IGRI-Euren, notre direction est très attachée à développer ce volet-là, le volet social. Donc on a un référent handicap, prévention des risques, on a l'intervention de la police, des pompiers qui viennent sensibiliser les étudiants aux risques qu'ils peuvent encourir lorsqu'ils se déplacent aux abords de l'établissement, lorsqu'ils sortent en soirée, lorsqu'ils participent à un week-end d'intégration, etc. Donc on a un travail vraiment de sensibilisation sur les aspects santé, risques au travail. D'accord. Donc, si on comprend bien ce que vous nous dites, il y a une question là dans le chat qui nous demande quel est le pourcentage, en tout cas, de cours qui relèvent du développement durable. On a l'impression que c'est un petit peu diffusé dans l'ensemble de votre offre. Il n'y a pas une offre spécifique à l'IGR, mais on aborde le sujet un petit peu de manière transversale au niveau institutionnel, à la fois du côté des alumni, de l'institution, des étudiants, des assos étudiantes, et aussi dans l'ensemble des cours, en tout cas dans tous les programmes de master, on retrouve de l'acculturation autour du développement durable. Oui, c'est vrai, je peux reprendre votre propos, là, le terme d'acculturation. Depuis plusieurs années, on est vraiment dans cette démarche-là. On se rend compte aussi que ces démarches de mise en avant dans l'offre de formation de développement durable, si on regarde un peu ces dernières années, elles sont le fruit de l'engagement d'individus. Quand je parle d'engagement d'individus, c'est un engagement de la direction, mais aussi un engagement des personnels administratifs, enseignants, chercheurs, qui veulent bien mettre en place tout ça. Et donc, c'est diffusé largement. Si on regarde dans les syllabus, c'est un premier travail qu'on peut faire, de regarder les syllabus que l'on diffuse de cours. On voit bien en fait la mise en avant de contenu développement durable dans un certain nombre de cours. Par contre, on pourrait être davantage, on peut davantage formaliser les choses, officialiser, peut-être parler d'un volume horaire, etc., à compter de la prochaine rentrée, donc pour la nouvelle offre de formation, où là on a vraiment formalisé les choses. Avec un nombre d'heures dédiées dans un tronc commun, puisque l'objectif c'était que les contenus développement durable RS que l'on allait proposer aux étudiants soit des contenus, un contenu de tronc commun qui puisse concerner aussi bien les étudiants de finance, de compta contrôle, de marketing, de RH et de système d'info. Et donc là, on a vraiment un volume horaire au sein du tronc commun consacré à ça. Là, aujourd'hui, c'est assez difficile. C'est pour ça tout à l'heure que je parlais de petit audit, petit diagnostic, parce qu'en fait, c'est compliqué de faire cet état des lieux. Alors, je parle de ces syllabus qui sont un espace, finalement, où on peut retrouver de l'information, mais où, finalement, c'est pas toujours indiqué. Et quand on rentre, finalement, en discussion avec le collègue en charge d'un cours, il va nous en dire un peu plus que ce qu'on a, finalement, sur le syllabus. Et c'est compliqué, en fait, d'entrer en dialogue, en discussion avec tous les collègues sur les contenus de cours. D'autant plus que sur un certain nombre de formations, on a aussi des praticiens extérieurs qui ne sont pas des permanents enseignants-chercheurs et que l'on voit moins, qui ont moins de temps à nous consacrer. Et donc, tout ça, ça nous enlève finalement de l'information. Ça nous éloigne de cette information sur les contenus des cours. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Il y a aussi une question dans le chat qui nous demande est-ce que ces cours seront ceux que vous allez formaliser donc sur votre nouvelle offre, est-ce qu'ils seront optionnels ou obligatoires? Non, il s'agit bien d'un tronc commun obligatoire, donc pour tous les étudiants. Alors moi je parle spécifiquement du Master 1, je ne me suis pas présentée comme ça tout à l'heure, mais je suis responsable du tronc commun de Master 1, donc ça avait aussi un intérêt que je puisse participer et même piloter le groupe de travail. Mais en L3 comme en M1, il y aura bien un contenu obligatoire pour tous les étudiants. Si je parle de la L3, en L3, on a un gros séminaire de création d'entreprise où les étudiants vont travailler de A à Z sur l'idée, le développement de l'idée en concept et jusqu'à la mise en œuvre finalement de leur entreprise. Et donc à travers ce dispositif, ils travaillent vraiment de l'ensemble des éléments fondamentaux en L3 de gestion. Et dans ce dispositif, on a décidé d'intégrer davantage les éléments liés au développement durable. Donc, ils auront des conférences qui seront dédiées, donc obligatoires. Ils devront produire un rendu sur la manière dont ils pourraient
envisager, puis piloter les éléments de développement durable au sein de leur entreprise fictive. Et donc voilà, on a pensé à ajouter finalement un ensemble de contenus sur le développement durable à un dispositif existant. En M1, c'est un petit peu différent. On a créé un contenu, j'allais dire de toutes pièces, pas forcément, parce que comme je disais, il y avait peut-être déjà des contenus qui existaient, mais qui n'étaient pas obligatoires pour tous. Et donc là, l'objectif, c'est d'aller plus loin que ce qu'on a proposé avant, en rendant obligatoire ces programmes. Merci beaucoup, Fanny. Je propose qu'on passe la parole à Carolina Serrano d'Aix-Marseille. Donc, même punition, Carolina. Qu'est-ce qui se passe à Aix-Marseille sur la formation développement durable et responsabilité sociale? On parle que de formation là tout Pour l'instant, après, on fera un deuxième round. Un deuxième round sur après, le pilotage. les autres points. Ouais. D'accord. Merci beaucoup pour le témoignage qui vient d'être fait, qui est très inspirant d'ailleurs. Donc, nous, en termes de formation, juste pour qu'on vous voit. Ça marche ou pas? Oui. Désolée. Nous, en termes de formation sur tout ce qui est développement durable et responsabilité sociale des entreprises, puisqu'on est à l'IAE, et plus largement responsabilité sociale des organisations, ou selon les cadres théoriques qu'on prend, l'ESG, dans lequel on va aussi mettre tout ce qui est business ethics, donc tout ce qui touche à l'éthique, à l'éthique dans la prise de décision et à l'éthique dans le management. On a commencé à intégrer ce type de formation dans le cadre, si vous voulez, des obligations que nous avions vis-à-vis de l'accréditation EQUIS, qui, sur certaines choses, elle peut nous contraindre sur certaines choses, mais sur d'autres, ça nous aide ou ça nous oblige à passer de l'idée à l'action. Et notamment, depuis 2013, on avait des électives, ce qu'on appelait, donc ça c'était des formations au choix, notamment des cours au choix, pour les étudiants sur tout ce qui était ce type de problématique que je viens de citer. Peut-être moins sur la partie environnementale, mais en tout cas beaucoup plus sur la partie sociétale. Et à partir de 2014, il y a eu un cours obligatoire qui est entré dans la première année de master. Donc je rappelle qu'à l'IAE d'Aix-Marseille, nous avons des masters, on n'a pas de licence, d'étudiants en licence. Et donc, il y avait un cours obligatoire en première année de master qui a été instauré. Et c'est à partir de 2018, avec la réaccréditation que nous avons eue, que nous avons commencé à avoir des cours dédiés à tout ça dans l'ensemble de nos programmes. Sachant que pour partie, ils sont délivrés par des externes qui ont des connaissances que parfois on n'a pas forcément en interne, et pour partie maintenant, et de plus en plus, ils sont délivrés par des collègues en interne. Nous avons notamment une collègue qui est vraiment extrêmement pointue sur Emmanuelle Reynaud, sur ces problématiques, et qui également s'est formée à la Fresque du climat. Et donc, je donne comme exemple, à partir depuis 3 ans, notre M1 démarre avec les cours sur la RSE d'un plusieurs points de vue. RSE et management, RSE et RH, RSE et marketing, RSE et stratégie. Et on essaye si vous voulez, vis-à-vis de nos étudiants, de positionner, si vous voulez, l'enseignement de l'IAE comme étant un enseignement qui les pousse à la pensée critique, à un choix en conscience de leur posture future de manager. Pareil pour la formation continue, dans notre executive MBA par exemple, dans le master management général également pour les cadres. Si on était moins structuré qu'on l'a été pour le master, qui comme c'est un programme où il y a beaucoup plus d'étudiants, c'est beaucoup plus structuré, mais on a mis en place des cours de business ethics depuis environ 5 ou 6 ans, et notamment puisqu'on était allé se former, ou également Emmanuel et moi, à Bentley, où il y a un centre sur l'éthique sur le business, où ils font des liens énormes entre le management et la philosophie. Et en rentrant, on en avait sûrement déjà avant, enfin bon, on s'est quand même servi de cette formation pour l'exploiter. Donc ça, c'est également important vis-à-vis de la formation. Je ne sais pas si c'est exactement de la formation, mais nos étudiants également, ils ont le choix. Là, ils ne sont pas obligés, mais ils ont le choix d'adhérer à un serment du management qu'ils signent, dont ils prennent connaissance en début de leur master et qu'ils signent lors de la cérémonie des diplômes.
Et il le signe s'il le souhaite. Il doit, avant de le signer, le directeur de programme le lit à haute voix. Et c'est un serment du management du manager responsable. Et donc, il y a un certain nombre d'affirmations liées au management responsable, notamment sur ses dimensions sociétales et puis l'impact, si vous voulez, sur les hommes et les femmes du type de management que cet étudiant va vouloir mettre en place. Il y a, par exemple, dans le cadre de l'entrepreneuriat, on a maintenant une direction qui est très dans l'entrepreneuriat, même si on a fait de l'entrepreneuriat depuis plus de 20 ans à l'IAEDEX, parfois probablement sans le nommer comme ça, parce que c'était plus indirect, mais il y a notamment un exercice qui s'appelle le Wake Youth et qui vient d'avoir lieu là le week-end dernier, et par exemple, le parrain de cet exercice a été Naïm Zriouel, qui est un diplômé de MBA de chez nous, et lui-même, c'est un entrepreneur social. Donc, c'est-à-dire qu'il a créé à Marseille, pour ceux qui connaissent, un endroit qui s'appelle l'Épopée. Et l'Épopée, c'est les anciennes usines de Ricard, et donc qui servent vraiment à accueillir des programmes sociétaux pour aider les gens en grande difficulté à travers l'éducation à s'en sortir dans la vie. Et donc, c'est lui qu'on a choisi et puis qui a accepté, bien évidemment, d'en être le parrain. Et donc, ça donne tout de suite une certaine dimension. Bon, ce sont des actions symboliques. Et il y a, vous le voyez, des actions structurelles qu'on arrive à mettre en place, comme tous les cours. Et il y a des actions symboliques qu'on essaye de également mettre en place pour qu'elles éclairent, un peu comme des lumières de temps en temps, qu'elles éclairent un petit peu cette croyance que nous avons là-dessus. Et également, nous intégrons maintenant dans nos cours des problématiques autour du sexisme. Comme on mène l'université, il faut savoir que l'université, mais ça on parlera en pilotage, donc ça je parlerai comme c'est du pilotage, j'en parlerai après, mais en tout cas, comme on porte des recherches sur le sexisme, on l'a mis maintenant à l'intérieur d'un certain nombre de cours, que de sensibiliser tous nos étudiants à ces problématiques de sexisme au travail, qui sont complexes, difficiles, parce que quand on parle de sexisme bienveillant et de galanterie, croyez-moi que c'est super difficile de faire passer que quand on parle d'égalité, il n'y a pas de place pour la galanterie. Et puis, je suis la première, désolée là-dessus, mais c'est comme ça. Là, si on est dans l'égalité, on est dans l'égalité. Si donc, ça amène un peu cette pensée critique, un peu complexe, dont il s'agit, à mes yeux, vis-à-vis de nos étudiants. Et puis, donc, par rapport aux cours, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que alors qu'à partir de 2013, c'était vraiment des cours dédiés à ça. Et donc, ça ne rentrait pas forcément dans les cours existants. Vous voyez, autant aujourd'hui, on évolue un peu plus en se disant, on a peut-être moins de cours dédiés, sauf pour le cas du M1, parce qu'on veut marquer le coup. Mais c'est plutôt une demande à l'ensemble des enseignants, même si chaque enseignant est libre, vous le savez, on est dans l'université, donc on ne peut rien imposer, mais avec une demande, en tout cas, d'intégrer des réflexions sur le green something, green finance, green HR, sustainable finance, sustainable HR, tout ça, dans l'ensemble des cours d'une manière un peu transverse. Parce que nos étudiants nous disent quand même, à la fin de l'année, il y a des exercices qui est fait avec eux, et ils nous disent, vous me coupez si je prends toute la parole, parce que là je pars. Est-ce qu'il y a des cours de greenwashing? On en parle beaucoup du greenwashing, on en parle beaucoup avec les étudiants, parce que la question c'est, et précisément ça vient avec ce que je vais vous dire maintenant, les étudiants nous disent, parce qu'ils sont loin d'être bêtes, et puis dès qu'on est dans ces sujets qui ressentent une toute petite incongruence, manque de congruence, ils le ressentent tout de suite, bien évidemment, et ils nous disent, c'est curieux parce que franchement, le fil rouge n'est pas tout à fait clair. Il y a des profs qui nous disent, écoute, oui, occupe-toi du développement durable et de la RSE, tant que ça ne te coûte pas de l'argent, cher ami, donc tant que c'est presque un outil marketing. Et d'un autre côté, nous, on parle aussi de la dimension peut-être morale, qui rentre aussi à l'intérieur de cette réflexion. Donc, ils sentent bien quand même, entre nous, enseignants-chercheurs, on a des postures, si vous voulez, de base, qui sont pas complètement, si vous voulez, qui ne vont pas forcément toutes dans le même sens. Et donc, ça, c'est important à en tenir compte, parce que ils s'en rendent bien compte. Et c'est là qu'on leur dit, vous voyez, de la même façon qu'on vous pousse à avoir votre posture en conscience, mais en tout cas en conscience, de la même façon, vous avez devant vous un certain nombre de profs qui ont la leur, et après c'est à vous,
de construire vos propres choix avec la pensée critique que vous aurez appris à développer. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci beaucoup pour tout ça, très inspirant. On va peut-être rester dans le... Oui. Excusez-moi, je suis désolée. En fait, j'ai 3 questions qui se rejoignent par rapport aux 2 témoignages qu'on a eus. Donc moi, je ne suis pas enseignante, je suis directrice administrative d'un IAE. Et je trouve très intéressant ce qui a été mis en place au niveau pédagogique. Et je voulais savoir, alors je me souviens plus, c'est Fanny, donc je voulais savoir par rapport à ce tronc commun qui avait été mis en place pour les M1, si j'ai bien compris, pour les M1. Donc il est obligatoire pour les étudiants, mais ça veut dire que du coup il est obligatoire pour les enseignants et les responsables de filière. Donc savoir comment a été géré en fait le fait de fédérer les enseignants autour de cette obligation de revoir leur maquette, et si ça avait été fait à périmètre constant en termes d'heures dans les maquettes, s'il a fallu faire des choix. S'il a fallu faire des choix en enlevant d'autres matières, ou s'il y a eu un dialogue avec l'université qui a permis de rajouter un certain nombre d'heures dédiées à ce tronc commun. Et puis la dernière question, donc là plus sur le volet administratif, mais qui concerne l'offre de formation, est-ce que du coup, CaliCert, en tout cas notre certification, ne peut pas être revue pour intégrer en fait ces questions, en tout cas nous obliger à répondre à ces questions de DDR. Je peux répondre à la première question. Donc le tronc commun, alors je vais donner des approximations probablement, mais pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près 120 heures de tronc commun, divisé en 4 grandes thématiques, on va dire. Donc on a une thématique sur la performance de l'entreprise, une thématique innovation RSE, une thématique data de gestion et une thématique une unité d'enseignement d'ouverture avec de la géopolitique, culture G, etc. Et donc sur le volet innovation RSE, on a à peu près une 30aine d'heures, donc c'est un quart du tronc commun qui va être dédié à la problématique innovation RSE. C'était évidemment une demande de l'université de Rennes de travailler à volume constant, donc on avait un nombre d'heures de tronc commun qu'il a fallu conserver, et donc ça a eu pour conséquence de faire un choix, un arbitrage. Donc c'est vrai que c'est pas évident, puisqu'il y a des collègues finalement, alors pas tant que ça, mais il y a quand même des collègues qui ont été concernés par le fait de revoir le volume horaire de leurs cours, voire d'enlever leur cours. Moi, à titre personnel, j'étais concernée, c'est-à-dire que j'avais à l'heure actuelle, dans le tronc commun de M1, il y a un séminaire de créativité que je coordonne. Et moi, j'ai toujours considéré que le séminaire de créativité pouvait avoir sa place en L3. Et donc, voilà, ça me posait pas de problème à titre personnel de libérer un volume horaire pour donner de la place à des contenus différents et autour du développement durable. Et ça a été le cas aussi pour d'autres collègues. Donc, soit on a perdu un cours où il a été mis ailleurs, soit on a revu les contenus, le volume horaire, mais donc l'idée c'était vraiment de travailler avec cette contrainte de ne pas avoir d'heures supplémentaires, mais de revoir le tronc commun. Voilà, et donc une autre question que vous posez dans cette même question, c'est comment on fait finalement pour embarquer aussi tous les collègues, parce que il y a un tronc commun qui est valable pour les 5 masters, et chaque master a aussi sa maquette. Et donc il fallait qu'on regarde les répercussions que ça avait, notamment sur la maquette de chacun des masters. Ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est parce que ça me semblait évident, c'est qu'il y avait déjà des cours autour des sujets de développement durable dans chacune des maquettes des 5 masters, notamment un cours de finance éthique, il y a l'équivalent en marketing éthique, GRH éthique, de la com extra-financière en finance, etc. Donc il y a déjà des contenus existants dans chacun des masters, et nous, notre contrainte sur le travail du tronc commun, c'était de pouvoir justement faire en sorte qu'on ait une espèce de socle généraliste qui ne vienne pas empiéter sur l'existant au sein de chaque master, mais qui viennent justement apporter un socle commun, des fondamentaux, de bonnes bases, de manière à pouvoir ensuite aller plus loin. Donc finalement, la répercussion que ça peut avoir sur les cours de spécialité, c'est de leur donner l'opportunité de pouvoir aller plus loin. Parce que quand un cours de finance éthique
ou de marketing éthique doit commencer par des généralités sur, en fait, on parle d'éthique, mais on parle de quoi concrètement? Et ça prend du temps. Et donc, du coup, ces généralités, de parler d'éthique, finalement, qu'on soit en finance, en marketing, en RH, on va en parler en amont, en tronc commun. Et donc, ça va libérer du temps pour aller plus loin sur les sujets de spécialité. Et donc, sur l'aspect tronc commun, on est vraiment, je rejoins ce qu'a dit la collègue juste avant, on est vraiment sur des questions de posture, donc l'esprit critique, la réflexivité. On va travailler aussi sur la systémique qui nous semble important. De la transdisciplinarité, et puis travailler sur les concepts de base pour bien savoir de quoi on parle. C'est les parties prenantes, c'est les normes, voilà, il y a tout un tas de concepts au départ. Donc voilà ce qui est mis en avant en tronc commun. Et donc je finirai juste par dire que c'est pas tout à fait évident d'embarquer tout le monde, dans la mesure où on a dû faire un vote. Donc tous les responsables de Master 1 ont été dans ce sens-là, sauf un et une équipe en particulier, donc qui considérait que avoir un volume horaire important de tronc commun, alors ça remet pas du tout en cause l'intérêt qu'il porte au développement durable, mais ça questionnait plutôt l'intérêt qu'il porte à des matières de tronc commun, au détriment finalement de travail plus technique sur leur spécialité. Et donc on a trouvé pour cette équipe et donc pour ce master spécifique un arrangement où finalement il y a quelques éléments du tronc commun qu'on va laisser de côté de manière à ce qu'ils puissent utiliser les volumes d'heures pour des éléments plus techniques qu'ils considèrent comme étant importants pour les étudiants dans leur discipline. Merci beaucoup, Fanny. On reviendra, ça fait partie de la deuxième série de questions autour de comment on embarque les équipes, hein, et justement aussi la question de la transversalité de la thématique par rapport à des collègues qui sont des hyper spécialistes au fond par rapport aux méthodes de recrutement. Alors, je vais repasser la parole à Corinne, hein, alors qui a changé, qui n'est plus notre animatrice cet après-midi, mais qui est la directrice de l'IAE de Toulon, pour nous faire part de son témoignage. Oui, merci Marie-Noëlle. Alors, nous, à Toulon, on peut dire que les questions de développement durable et de RSE dans les enseignements ont été consolidées à partir du contrat 2012. Moi, j'ai été recrutée dans cette IAE en 2010. Il y avait quelques disciplines dans certains masters qui étaient enseignés en lien avec ce sujet, mais de façon assez sporadique. À partir de 2012, on a créé un diplôme qui avait pour mission justement d'avoir une approche assez large en développement stratégique et durable des organisations. Je l'ai porté pendant 4 ans avec beaucoup d'objections de la part de mes collègues. Et c'est vrai que là, on se trouve un peu confronté aux visions, aux représentations que chaque enseignant-chercheur se fait de son métier. Et personne n'a la vérité et toutes les postures sont justes, mais simplement, à un moment donné, on se heurte parce que certains collègues étaient vraiment dans une approche hyper disciplinaire et ne voyaient pas l'intérêt d'avoir un master qui avait cette approche justement transversale et qui voulait englober ces problématiques. Pour eux, il n'y a pas de métier développement durable RSE. Pour eux, il n'y a pas de formation spécifique sur ça. Et j'ai eu un petit peu du mal pendant un certain temps à essayer de leur expliquer les choses, parce que moi, j'avais fait ma thèse sur ce sujet. Et il y a eu quelques périodes de flottement. Bon, il se trouve que je suis arrivée à la direction de l'IAE en 2016 et que du coup, j'ai pu faire avancer ce sujet. Donc, on a pu créer plusieurs diplômes qui sont peut-être, qui restent disciplinairement très marqués, mais qui ont vraiment intégré ces problématiques à partir du contrat 2018. Donc là, on a aujourd'hui 3 diplômes qui sont dédiés à ces enseignements. Donc, un master en management durable des ressources humaines, un master en management de la qualité et du développement durable et un DU en management de la qualité et du tourisme durable. Alors, autant dire, en creux, vous comprenez que les enseignants-chercheurs qui sont volontaires pour intégrer ces problématiques l'ont fait, et ceux qui étaient réticents, voire résistants, ne l'ont pas fait. Alors, il se trouve que pendant cette période, eh bien, la société a évolué, nos collègues ont aussi évolué. Et là, ce qui est en train de se profiler pour la nouvelle accréditation qui, pour nous, va démarrer en 2024, c'est qu'on a commencé à faire des groupes de travail
pour une approche par les compétences, pour tous les diplômes. Et dans cette approche par les compétences, on va intégrer des enseignements communs à tous les diplômes en lien avec le développement durable et la RSE. Je ne sais pas encore vous dire quelle forme ça va prendre parce que là, je souhaite que ce soit les équipes qui s'approprient le sujet, que ça ne vienne pas de moi, entre guillemets, hein, que ce soit vraiment les équipes qui décident de ce qu'elles vont intégrer dans ces modules transverses. Alors, ce que nous faisons aussi, au-delà des diplômes, c'est que nous encourageons les projets tutorés des étudiants en lien avec ces thématiques. Donc, bien évidemment, par le biais des recherches, des réseaux, on a énormément de contacts avec des associations, des entreprises qui sont intéressées par les compétences que nos étudiants peuvent développer sur ces sujets. Alors, je vais vous donner quelques exemples de projets tutorés récents. Par exemple, on est en train de passer une convention avec la Ligue de protection des oiseaux sur les questions de biodiversité. C'est très compliqué pour nous d'avancer. Donc, j'ai choisi au niveau de Toulon de passer une convention partenariale avec la LPO. Et la LPO soumet des projets tutorés à nos étudiants. Donc là, on a un premier groupe de projets tutorés qui va travailler sur plus de nature dans mon quartier, avec les habitants de quartier toulonnais. On a également une coopérative de consommateurs qui s'est installée à Toulon et qui a recruté auprès de nos étudiants des groupes pour les aider sur certaines missions. Pendant plusieurs années, j'ai mené un partenariat avec l'Association Citoyens de la Terre qui développe alors, de nombreux sujets, dont un sujet qui est l'entrepreneuriat solidaire. Et des étudiants ont été chargés d'organiser des conférences et des ateliers de sensibilisation des étudiants à l'entrepreneuriat social ou l'entrepreneuriat solidaire. Ils ont aussi entraîné nos étudiants à faire des nettoyages de plages et des choses comme ça. Voilà, donc ça, ce sont des projets tutorés qui sont valorisés directement dans les maquettes de diplôme. Et là, on dépend de personne en quelque sorte. C'est nous qui décidons dans nos maquettes de valoriser ce travail de nos étudiants. Donc, il y a des coefficients qui sont relativement élevés sur le travail qu'ils réalisent. Là, je suis en train de développer des diplômes à l'apprentissage et cette année, on ouvre 2 diplômes à l'apprentissage et on a déjà plusieurs contrats d'apprentissage qui sont strictement en lien avec ces sujets RSE développement durable. Donc, un contrat d'apprentissage avec le Parc national de Port-Cros pour le développement de la marque collective Esprit Parc National, mais pas uniquement ce projet, mais voilà, on est autour du développement durable du tourisme dans les îles, parce que c'est un sujet qui est très préoccupant. Un contrat d'apprentissage avec le Rugby Club de Toulonnais, qui a décidé d'avoir une démarche éco-responsable aussi bien avec ses supporters qu'avec dans le cadre de sa fondation. Et puis, notre université veut développer le tri sélectif et on a une directrice de service, ils appellent ça la DPST, de la sécurité dans l'université qui est très impliquée sur ces sujets et qui donc nous a recruté un apprenti. Et enfin, on a un diplôme, un DU entrepreneuriat étudiant ou étudiant entrepreneur. Et là, on a, donc ça fait 3 ans qu'on développe ce diplôme. Et là, on a de nombreuses créations d'entreprises faites par nos étudiants en lien avec ces sujets. Par exemple, là, j'ai un couple d'étudiants de master qui va présenter ce DU pour développer une boutique, ils appellent ça Tea Shop, donc de thé vendu en ligne, du thé bio dans des emballages recyclables avec des méthodes de vente qui permettent de réduire toutes les externalités environnementales. Donc, c'est extrêmement intéressant. Vous pouvez leur acheter du thé, c'est teashopstore.fr, hein, n'hésitez pas pour les fêtes de Noël. Une entreprise de création de jeans à partir de tissus recyclés, la fabrication de vêtements de triathlon éco-responsables, un vélo-bar et une entreprise de création d'objets décoratifs à partir de matériaux récupérés et recyclés. Voilà, quelques exemples pour vous montrer donc, ce que l'on a fait et ce que l'on voudrait faire aussi pour la suite. C'est maintenant que ça soit plus transversal au niveau de l'IAE. Je pense que les mentalités sont prêtes pour accueillir quelque chose de plus général au niveau de l'IAE et de moins intuito-personnel sur quelques individus.
Merci beaucoup, très inspirant. J'étais partie dans tous ces beaux projets. Je vais maintenant passer la parole à Samuel. Merci. Donc, nous partons à Dijon. Voilà, exactement. Très rapidement. Merci Marie-Noël. Merci d'ailleurs à Corinne également, à Marie et Laurence pour m'avoir associé à cette rencontre thématique. C'est la première fois, je crois, que dans le cadre d'IAE France, j'interviens sur ces questions. Et je suis très heureux de voir que le thème prend de l'importance, de façon d'ailleurs croissante depuis 20 ans. Et je vais commencer par une remarque optimiste, parce que c'est, je pense, dans un contexte d'éco-anxiété, c'est bien de garder de l'optimisme et de rêver. Et je trouve que depuis plus de 20 ans, on a quand même accompli beaucoup de progrès sur ces aspects. Je le rappellerai peut-être après, mais moi, j'ai fait toute ma carrière sur ces questions d'éthique et de responsabilité sociale. J'ai soutenu une thèse dans les années 1990 et j'ai connu Emmanuelle Reynaud, doctorante aussi, sur des sujets assez parallèles. Et depuis, c'est vrai que les cours se sont multipliés un peu partout, et notamment dans les universités. Des diplômes ont été créés. Et moi aussi, tout comme Fanny pour l'IGR, je rappellerai l'importance de la dimension sociale, même si aujourd'hui on a beaucoup parlé d'écologie et qu'il y a une urgence écologique qui s'impose, on ne doit pas oublier le social, voire le sociétal, et en fait, on s'intéresse plus globalement à ce qui a été évoqué tout à l'heure, à business ethics, c'est-à-dire une manière de percevoir le rôle d'une entreprise ou d'une organisation avec son environnement dans la société. Et on sort du registre classique technique qui mène parfois à des catastrophes écologiques, humaines. Alors certes, on a besoin de passer à l'action, de sortir de l'incantatoire qui a parfois enfermé ces réflexions pendant longtemps. Et il me semble que c'est stratégique pour le réseau IAE France, pour l'ensemble de nos IAE, d'être beaucoup plus visible sur ces questions, sachant qu'en plus, on le voit bien avec vos témoignages, des réflexions depuis longtemps sur ces domaines. Il me semble que notre devoir, c'est avant tout de former des managers responsables et donc d'essayer de tout faire pour qu'on arrive à cet objectif. C'est en plus totalement en phase avec les valeurs d'IAE France et les valeurs de nos IAE, sans doute tout autant, voire plus que certains de nos concurrents qui sont des écoles privées en management et qui sont parfois plus habiles pour mettre en avant leurs propres contributions. Donc moi, je regrette parfois le fait qu'on soit un peu en retard dans nos propres fonctionnements à l'université. Il me semble qu'on devrait être beaucoup plus exemplaire et beaucoup plus innovant qu'on ne l'est. Il faudrait peut-être se poser ces questions. Pourquoi, d'ailleurs, plus globalement, sur le plan pédagogique, on n'est pas autant innovant qu'on pourrait l'être? Et pourquoi on ne s'empare pas de ces sujets beaucoup plus avec innovation et talent pour les traiter. Bon, espérons que la suite nous soit plus favorable. Pour ma part, je plaide pour qu'on ait une réflexion éthique critique sur nos propres pratiques, dans les apprentissages que l'on donne à nos étudiants, pour les former et les sensibiliser à ça, pour qu'ils aient beaucoup plus de recul, et pour qu'au final, nous puissions infuser nos IAE de valeurs liées au développement durable et à la responsabilité sociale. En tout cas, moi, j'ai une approche beaucoup plus transversale, peut-être presque philosophique, où en amont, des exemples ou des pratiques parfois plus ponctuelles. Alors, en termes d'historique de formation, j'ai réfléchi et il me semble que mon premier cours de business ethics, je l'ai donné en 1996 à l'Université de Savoie. Et depuis, j'ai quasi enseigné que ça. En 1999, en master GRH à Dijon. Depuis, le séminaire s'est toujours maintenu. Je dois vous dire que j'ai parfois entendu des remarques de collègues bien plus anciens et prestigieux que moi, m'indiquant qu'ils ne croyaient pas à l'avenir du thème. Donc maintenant, je bois mon petit lait et je me dis que c'est bien que ce thème soit devenu un peu plus central. J'ai eu la chance aussi d'avoir un collègue éminent, Gérard Charot, qui m'a fait confiance à Dijon et qui a accepté que je puisse réaliser et dispenser un cours de stratégie des responsabilités sociales en master recherche au début des années 2000, à l'époque où on en parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que j'anime un cours d'éthique tronc commun, éthique et responsabilité sociale, tous les étudiants de L3 de notre IAE depuis une bonne quinzaine d'années.
Donc, même s'il y a un côté un peu ancien et une antériorité, j'observe avec plaisir qu'un certain nombre de pratiques se développent un peu partout et qu'on soit de plus en plus préoccupé par ces thématiques. Le master GRH que je dirige depuis 2002 s'est transformé en GRH et RSE. Et autant je pense qu'on n'a pas forcément un marché très volumineux pour former des responsables RSE, notamment dans la région Bourgogne-Franche-Comté, autant l'ensemble des RH se sont vus parfois saisis de ces questions, non seulement de responsabilité sociale, mais aussi de développement durable, enfin, du social et de l'écologique, de l'ensemble. Et donc, au final, moi, j'enseigne de L1 avec un petit groupe international en anglais sur le business ethics qu'en N2, des cours à peu près à tous les niveaux. À l'IAE Dijon, nous avons des cours spécifiques, transversaux, mais aussi essayer d'introduire dans des cours plus classiques, comme cela a été évoqué, ces dimensions. Dans un cours de marketing, de finance, de stratégie, c'est un peu plus simple, de GRH aussi, je pense. Donc, on essaye finalement d'hybrider, d'avoir la création de nouveaux cours qui portent spécifiquement sur ces questions. On a un cours en L2 sur le développement durable, un cours en L3 d'éthique et responsabilité sociale, mais dans l'ensemble des cours dispensés, on incite les collègues à aborder ces questions écologiques, sociales ou autres. On incite bien sûr nos enseignants à sensibiliser les étudiants à cette dimension critique, à résoudre les dilemmes éthiques qu'ils vont rencontrer à coup sûr durant leur carrière. Et puis, comme ça a été évoqué, on déplore aussi, on n'a pas forcément trop de marge de manœuvre, on a une certaine rigidité dans la façon de construire nos offres de formation. Le coût constant prédomine, même si on s'autofinance, paradoxe, on autofinance en grande partie notre offre de formation, nos 19 000 heures. Mais si on crée de nouvelles formations ou de nouveaux cours, c'est vrai qu'il faut faire disparaître les anciens. Donc, ça demande des arbitrages. Pour l'instant, modestement, je dirais qu'à la louche, entre 5 à 10% des cours portent sur ces questions spécifiques. C'est déjà pas si mal dans nos programmes. Ça dépend des formations. On a plutôt des cours troncs communs généralistes, transversaux en L2 et L3 et plutôt des cours spécifiques en master, bien évidemment, parce que ça s'y prête davantage. On a très peu de mutualisation, nous, en master 1, donc pas forcément évident de rajouter des cours troncs communs pour l'ensemble de nos master 1, parce que nous, on commence dès la L1 à Dijon, pas comme à l'IAEDEC. Et donc, l'objectif, dans le cadre de notre prochaine offre de formation, qui commencera en septembre 2024, c'est bien de renforcer ces dimensions d'éthique, de développement durable, de responsabilité sociale. Et d'ailleurs, on a une injonction d'ici là de ne pas pouvoir toucher à l'offre existante. Donc, on voit qu'on est aussi soumis aux contraintes de calendrier de l'HCERES. Et on a quelques mois là pour essayer de nous renforcer sur cette dimension, sans aucun doute, à l'image de ce qui a été présenté justement. Voilà, je te redonne la parole, Marie. Merci, merci. Donc, on va finir ce premier petit tour de table par l'expérience brestoise. Alors, moi, ce que j'avais envie de dire, alors je parle ici de mon expérience de directrice de l'IAE de Brest, mais je parle aussi en tant que chargée de mission par le président de mon université. J'anime avec un géologue un groupe de travail justement dans la poursuite du rapport Jouzel, sur la formation de tous les étudiants, puisque mon université a décidé d'accréditer des compétences en développement durable pour tous les diplômés de licence de l'université. Donc, la première, ça fait 2 ans donc, qu'on travaille ardemment sur ces questions et ça m'a permis de gagner du temps au niveau de l'IAE, puisque on a entre guillemets réglé la question de quelle doit être la vision du développement durable au niveau de mon établissement. C'est-à-dire qu'il a été fait un choix global, qui a été validé par le Conseil des directeurs de compétences, de se baser sur un
les résultats d'un manuel qui s'appelle le manuel de la grande transition, qui a été produit par le campus de la transition. Voilà, qui a une vision très interdisciplinaire, hein, et je vais vous expliquer un petit peu, qui pose un certain nombre de questions et qui amène aussi une vision de la formation comme étant aussi une expérience de vie. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a le problème des heures maquettes, mais en fait, dans ce qu'on a choisi, nous, d'adopter comme posture, on a décidé de dire non, ben, la formation, c'est aussi une expérience de vie. C'est-à-dire la formation au développement durable, ce n'est pas seulement pendant nos cours, c'est aussi la question de l'alimentation durable de nos étudiants, c'est aussi savoir comment on allait les chauffer, comment ils allaient venir aussi, les types de déplacements, etc. Et que tout ça était intégré, en fait, dans les réflexions qu'ils allaient mener sur leur rôle, en tout cas, dans la lutte contre le réchauffement climatique, la protection de la biodiversité et tout ça. Donc, on n'est pas simplement, on est aussi dans la construction de compétences parce que parallèlement, je pense être dans une université qui est assez à la pointe, puisqu'on a passé déjà tous nos diplômes, en tout cas l'IAE, en bloc de compétences. Mais on a aussi décidé d'y intégrer d'autres choses que je pense on oublie un peu en gestion, qui est aussi le rôle des émotions et du rapport vraiment à la nature. Donc, on a aussi on essaye d'avoir toute une action de faire que nos étudiants regardent le monde autour d'eux avec un regard un peu élargi. On aime beaucoup, enfin, moi j'aime beaucoup, j'ai porté ça, j'aime beaucoup la théorie U d'Otto Scharmer du MIT, et on est vraiment dans cette veine-là. Il se trouve que notre territoire, le territoire breton, c'est un territoire qui est particulier, qui est singulier au regard de cette problématique du développement durable, parce que, vous le savez, nous sommes la région de l'agriculture intensive, hein, et bien sûr, nous avons beaucoup de problèmes de pollution et pollution des eaux. On a des tas de problèmes parce qu'il pleut beaucoup, parce que les talus ont été arasés, etc. Donc les étudiants, on a beaucoup d'étudiants évidemment bretons qui vivent aussi en zone rurale, qui sont assez sensibles à tous ces sujets, donc qui nous portent aussi vers ça. On a les industries agroalimentaires, hein, qui nous portent vers ça, mais on est aussi un monde maritime et nos collègues des sciences de la mer avec qui on travaille, hein, ben, ils nous ont montré aussi, ils nous ont appris que ce monde maritime, il va jouer un rôle absolument essentiel, hein, puisque les océans absorbent à eux seuls plus de 30% des gaz à effet de serre, je crois. Donc, le monde maritime, c'est aussi un monde qui est propice et c'est une culture qui intègre pleinement la nature. Donc, au niveau licence, on a donc travaillé sur la production d'un module, hein, qui est obligatoire pour tous les étudiants de L1, qui va porter sur la validation d'un certain nombre de connaissances. C'est vraiment un module d'acculturation. On a posé des questions assez simples, hein, auxquelles on apporte. Alors, on a constitué pour produire ces modules des binômes sciences expérimentales, hein, sciences humaines et sociales. Hein, donc, un juriste avec un biologiste, une philosophe avec un économiste, enfin, avec un géologue ou un physicien. Bon, voilà. Donc, la première question auquel on veut que nos étudiants sachent répondre, c'est où en sommes-nous, quel est l'état de notre planète, ce qu'a fait Corinne ce matin, en fait. Voilà où on en est. Comment on en est arrivé là aussi, d'essayer de comprendre quelle était la dynamique, hein, et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, ça, c'est le premier point. Ce qu'on veut, c'est que nos étudiants ils puissent être capables de faire le lien, et c'est ce qui était expliqué ce matin dans le rapport Jouzel. Ce qu'on veut, c'est pas simplement qu'ils aient des connaissances, hein, ou qu'ils comprennent ce qui se passe, mais surtout qu'ils changent les comportements, le leur, celui de leurs organisations. Et donc, on a travaillé à ce qu'ils fassent le lien, à ce qu'ils aient des connaissances. Et là, pour ça, on a dû s'associer, bien sûr, à des gens un peu mieux formés que nous, entre l'action, la décision qu'ils vont prendre en termes de gestion, et puis l'impact sur le réchauffement climatique, sur la biodiversité. Et aussi les amener à travers la vision de l'Anthropocène à réfléchir à la place de l'humain sur cette planète, voilà, sur
bon, ben, on est un peu anthropocentré, on va dire, dans notre vision, et on veut amener nos étudiants à se dire que ben, c'est aussi la vision des marins. C'est-à-dire les marins, ils savent très bien qu'ils sont très petits, dans une nature qui les domine, et les gestionnaires se pensent au contraire souvent assez puissants, tout puissants, et on veut qu'ils sortent de cette vision de la toute-puissance. Et à cet égard, les biologistes vont nous aider énormément. La deuxième question, c'est quelle société désirons-nous pour demain? Parce qu'il faut qu'on fasse, on a parlé ensemble ce matin de la décroissance, et il faut que, pour que les gens acceptent de changer, parce que je pense que les gestionnaires sont bons théoriciens et ils ont la maîtrise des théories du changement. Et je pense que si on veut faire changer les gens, il faut quand même qu'ils voient le monde de demain comme désirable. Donc, on les fait travailler aussi sur quel monde voulez-vous demain, et en particulier les étudiants, et c'est surtout à eux de répondre à ça. La troisième question, c'est comment est-ce qu'on mesure notre impact? Donc, la question vraiment de la mesure, parce qu'il y a des tas de choses, à la fois au niveau environnemental, mais il n'y a pas que ça, et on est d'accord sur le fait qu'il faut équilibrer avec les sciences humaines. Donc, l'indice du développement humain, la question de la santé, question de l'alimentation, enfin, il y a plein de choses qui sont là-dedans. Après, il y a une question qui a été amenée par des collègues auxquelles, j'avoue, a priori, ne peut absolument pas imaginer, justement, c'est la question de l'imaginaire. C'est-à-dire que pour, justement, imaginer, enfin, se projeter sur le monde de demain qui n'existe pas, il faut développer un imaginaire, c'est ce qu'on a appelé, nous, le récit de la transition. C'est-à-dire comment on va parler, quels mots on va utiliser. Donc là, il y a des collègues qui se sont chargés de ça. Ce n'est pas des gens de l'IAE qui font ça, mais comment, à travers notre discours, on va réinventer et recomposer la vision qu'on peut avoir de la nature et également aussi des métiers de demain. Et puis ensuite, il y a la question de la compréhension des acteurs, c'est-à-dire qui peut agir. Est-ce que moi, mon action individuelle, elle va suffire? Est-ce qu'il va falloir au contraire engager d'autres personnes? Voilà. Et puis le dernier point, c'est la question de la résilience. La résilience, justement, c'est de savoir comment on va pouvoir résister, se réinventer, rester vivant, avec la compréhension que le retour à l'équilibre ancien n'est malheureusement, on l'a bien compris ce matin, n'est pas une option, mais qu'il va falloir se réinventer, mais ce n'est pas pour autant qu'on va se perdre. C'est-à-dire que dans la notion de résilience, il y a aussi quand même qu'on peut sauver l'essence même de ce qu'on est individuellement et aussi en partie collectivement. Voilà. Donc, pour ça, on s'appuie aussi, je voulais juste non seulement parler du fond, je ne vais pas redire, parce que ce qu'on fait à Brest, vous l'avez déjà dit, on fait un petit peu ce qui se passe à Toulon, un petit peu ce qui se passe à Rennes et un petit peu ce qui se passe à Aix-ou-Dijon, mais on veut aussi expérimenter des méthodes qu'on utilise assez peu en gestion, qui est ce qu'on appelle le outdoor learning, c'est-à-dire aussi de sortir de la salle de cours pour se projeter dans la nature, dans des espaces naturels, parce que c'est justement là aussi qu'il y a un certain nombre de compétences soft skills là, qui vont pouvoir être développées. C'est-à-dire apprendre à regarder son environnement et aussi à mobiliser ses sens et ses émotions. Est-ce que nous, on a mis un peu à distance par nos méthodes de recherche, on y viendra tout à l'heure, on a un peu tendance à vouloir tout rationaliser. Et là, on se dit, si on veut comprendre ce qui se passe vraiment, et ce que savent faire les biologistes, ou ce que savent faire les géologues, c'est-à-dire l'observation. L'observation en milieu naturel. Alors, au niveau master, je voulais juste vous... C'est un peu comme assez proche de ce qui se passe à Rennes, mais on est en train de travailler sur un diplôme un peu spécifique qui est un master Erasmus plus Mundus. Là. Donc là, on a franchi la première étape. On est en train de construire avec nos partenaires européens, parce qu'on est université européenne, on est en train de construire un diplôme spécifique sur Sustainable Management, qui sera un diplôme en anglais et donc international, qui est un diplôme, parce que nous, ce qu'on se dit, et dans les échanges qu'on a avec les entreprises sur leurs besoins en compétences,
eux, ils ne savent pas ce dont ils ont besoin et nous, on ne sait pas trop leur proposer non plus des choses. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on arrive à construire des choses ensemble. Donc, ça va être un master, à la fois un master, donc en première année, ça sera un peu la déconstruction de nos paradigmes et nos concepts actuels en disant pourquoi on ne peut pas continuer à enseigner la gestion comme on le fait actuellement compte tenu du nouveau contexte. Et deuxièmement, ça sera en deuxième année plutôt quelque chose de l'ordre de l'expérimental ou en lien avec les parties prenantes, que ce soit des entreprises ou des organisations publiques ou l'ESF. Et ben c'est qu'est-ce qu'on peut expérimenter comme méthode alternative. Et donc là, ça sera autour des mémoires de Master 2, ça sera quelque chose de plus recherche-action, recherche-intervention, voilà. Donc là, c'est un diplôme qui est en train de se construire en collaboration, donc avec des méthodes d'intelligence collective et collaborative au niveau international. Donc je vous en donnerai, je pense que je n'ai pas trop le détail, mais je n'hésiterai pas à vous donner plus de renseignements quand je saurai moi-même ce qu'on va y mettre. Voilà un petit peu en résumé ce que vous pouvez dire sur la formation, en complément de toutes ces belles expériences que vous avez partagées. Peut-être que Samuel va nous faire une petite synthèse de tout ça. Carrément, là. Mais tu peux? Ah oui. Oui. Alors, à brûle pour point la synthèse. Non, mais on va le faire à deux. On va le faire à deux. Il n'y a pas de souci. À brûle pour point la synthèse, c'est avec ces témoignages. Ben, je pense qu'on voit d'abord que, en tout cas sur les IAE concernés, la thématique a été prise à bras-le-corps et que même si les moyens qu'on y met peuvent parfois être limités, on arrive à insérer, à instiller le développement durable, la responsabilité sociale dans nos maquettes, dans notre fonctionnement. On y reviendra sur la deuxième partie pilotage. Mais en tout cas, on a eu beaucoup d'exemples de pratiques qui montrent l'intérêt et l'enjeu d'impliquer l'ensemble des parties prenantes. Le fait peut-être aussi de ne pas se fermer et d'ouvrir nos œillères pour contribuer avec d'autres parties prenantes et d'autres collègues à l'université et faire venir des spécialistes sur les thèmes de l'écologie. Pas toujours des spécialistes sous la main. Et en tout cas, cette première partie a montré le dynamisme qui engendre de nouvelles mentalités et sans aucun doute, on est en train de porter, qui va porter ses fruits. On est en train de semer des graines pour la suite et former au mieux nos étudiants sur ces aspects. Ça te va? Mais très bien. Tu peux faire une synthèse sans synthèse. Non, mais ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Donc, on passe au deuxième point. Alors, le deuxième point. Donc, du coup, oui. Pilotage, c'était. Le pilotage, voilà. Alors, sur le pilotage, c'était donc même question. Alors, peut-être évidemment, les collègues qui ne sont pas directement concernés par le pilotage vont pouvoir dire plein de choses. Super. Donc, on va redonner la parole à Fanny. Alors oui, donc j'espère avoir bien compris la notion de pilotage. Moi, je l'associe à la notion de gouvernance. Enfin, c'est comme ça qu'on l'a appelé chez nous. Si je reviens un petit peu à ce que je racontais tout à l'heure en préambule, quand je disais que tout a commencé au moment où l'université de Rennes propose aux composantes d'avoir des ambassadeurs des DRS. Bon, c'était pas tout à fait vrai dans la mesure où il y a un certain nombre de choses qui ont commencé, mais on va dire qu'il y a eu un élan supplémentaire à ce moment-là. Et donc, je vais à ces réunions du réseau des ambassadeurs avec deux collègues administratifs. Donc, c'est là aussi tout l'intérêt de voir qu'on mobilise à travers ce sujet aussi bien des enseignants-chercheurs que des administratifs. Et puis, c'est à partir de là qu'on commence à formaliser un petit peu plus les choses. Donc, dans la gouvernance, ce que j'entends, c'est aussi bien les personnes qui sont impliquées à travers différents collectifs
que la manière dont on va essayer de formaliser les choses et notamment tracer les choses, essayer de repérer ce qui est fait, savoir comment on peut faire évoluer les choses. Donc il y a un petit peu tout ça dans la notion de gouvernance. Alors justement sur les personnes, les collectifs qui se sont créés pour gouverner tout ça, notre directrice Gwenelle Polpo-Rocabois m'a proposé en fait de prendre en charge des projets des DRS et leur animation. C'était à peu près en 2020. Elle propose aussi à un collègue d'être référent santé, prévention, handicap. Et à partir de là, on voit que finalement, avec ces nouvelles casquettes que nous avons, nous commençons à créer un petit collectif de gens qui s'entendent sur l'idée qu'il faut aller plus loin et mobiliser d'autres personnes. Et donc là, nous créons un comité de pilotage des DRS, le COPIL des DRS de l'IGRIAE-Rennes, qui mobilise des personnels administratifs et enseignants-chercheurs qui sont engagés à titre personnel, à titre professionnel dans la réflexion et qui veulent participer à des réunions que nous essayons de mettre en place. Déjà la première année, on commence par un gros brainstorming de qu'est-ce que le développement durable et la responsabilité sociale pour une institution comme la nôtre. Alors malheureusement, si on essaye de regarder le petit hic dans tout ça, c'est qu'avec les événements Covid, on a mis des priorités différentes. On a eu des priorités différentes et on a un petit peu limité ou freiné le rythme de nos réunions, mais là on reprend ça. Donc l'objectif c'est d'avoir à chaque fois un ordre du jour, si on peut l'appeler comme ça, avec une réflexion à avoir à un moment donné. Donc on a plein d'idées de réflexion qu'on peut avoir à l'intérieur de ce COPIL. Donc ça c'est vraiment pour tous les personnels. Et puis on engage aussi les étudiants. Donc on a donc là on est sur le 3e bureau d'une association étudiante qui s'appelle Colibri GR, qui a donc pour mission de développer en fait tous les, alors quand je dis tous les sujets, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais de développer une ou deux problématiques, un ou deux événements autour du développement durable chaque année. Donc on parlait tout à l'heure d'initiatives telles que des clean walk pour ramasser les déchets. Les étudiants ont mis en place une livraison de paniers de fruits et légumes pour les étudiants, les personnels. Ils ont fait en sorte de travailler sur des tutos pour savoir comment mettre en œuvre des astuces pour moins gaspiller, faire du do-it-yourself, etc. Donc ils mettent à leur échelle des moyens, des actions en place pour sensibiliser l'ensemble des étudiants et pas que l'ensemble des parties prenantes de l'IGRIAE en interne. On a aussi une commission sensibilisation et prévention des risques au sein du BDE, donc du bureau des étudiants. On a un étudiant en charge en fait de cette mission sensibilisation. Donc je vous parlais tout à l'heure d'intervention, par exemple de pompiers, de la police, etc. Donc lui est vraiment notre intermédiaire. Il fait le lien entre les étudiants et puis ces parties prenantes-là. On a un pôle RSE au sein d'IGR Alumni, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc l'idée, c'était vraiment, à travers la gouvernance, de pouvoir mobiliser des collectifs différents, d'étudiants, d'enseignants, d'administratifs, et même d'anciens, et donc d'entreprises. Donc on essaye d'élargir finalement, d'avoir un réseau élargi de parties prenantes mobilisées dans cette question-là. Donc voilà pour le premier point sur les collectifs, les missions. Et puis le deuxième point, c'est comment on recense, on répertorie tout ce qu'on fait. Et donc là, on a mis en place avec la direction un tableau de bord qu'on appelle le tableau de suivi des DRS, qui est en fait un tableau de bord sur Excel qui se présente avec différentes colonnes. Donc la première colonne, c'est sur quel type d'action on est. Est-ce que c'est sur une action de gouvernance, de formation, de recherche, d'environnement. L'environnement, c'est tout ce qui touche aux actions qu'on met en place dans nos locaux. On a une deuxième colonne qui vise à présenter un petit descriptif rapide de l'action. Par qui est impulsée l'action dans une troisième colonne, et puis les moyens mis en œuvre, quand on l'a mise en œuvre et ce qu'on envisage de faire par la suite. Donc ce tableau-là, il a le mérite d'exister depuis quelques années, avec autant d'onglets qu'il y a d'axes importants pour nous. Donc je répète, l'onglet gouvernance, l'onglet recherche, l'onglet formation, l'onglet environnement de travail. On a aussi un onglet vie associative, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont faites à ce niveau-là. Et alors notre difficulté, c'est de compléter en fait ce tableau de bord. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place ça et là par les collègues et on n'en a pas toujours connaissance.
Alors, il y a pas mal d'actions qui sont diffusées à la communication, au service communication de l'IGR et qui sont relayées sur le site. Donc, on peut les voir quand on scrute un petit peu le site. En interne, on a aussi des écrans, notamment à l'accueil quand on arrive, qui mettent en avant des initiatives. Donc, c'est aussi un autre moyen de les repérer. Les syllabus, j'en parlais tout à l'heure, et puis après il y a d'autres actions qu'on peut repérer en incitant les collègues justement à aller les remonter. Donc on a notre assistante de direction qui a la main mise sur ce tableau de suivi. Et donc l'objectif c'est d'à chaque fois dire aux collègues vous mettez en place des actions, remontez-les, et donc ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble et de tracer tout ce qu'on fait. Parce qu'on fait quand même beaucoup de choses et parfois ça passe inaperçu ou c'est voilà, c'est peu visible. Donc c'est un moyen pour nous de rendre visibles toutes les actions que l'on mène. Et on a aussi travaillé en parallèle de ça sur avec le département communication de l'IGR sur la mise en avant de toutes nos actions sur un poster. Pour l'instant, ce poster, il est en cours de finalisation, mais il a pour objectif d'être diffusé notamment sur notre site internet. On a envie de pouvoir mettre en avant tout l'intérêt que nous avons à développer les initiatives des DRS sur notre site internet, mais aussi dans nos locaux. Et donc, on va voir ce qu'on fait de ce poster qui reprend en fait toutes ces initiatives. Mais la difficulté, c'est que ça évolue tellement vite, il y a tellement de choses qui sont faites au fur et à mesure des années qu'il va falloir le mettre à jour régulièrement. Donc voilà en termes de gouvernance qu'on fait, et je terminerai juste par dire que il y a beaucoup d'acteurs chez nous, que ce soit des administratifs ou des enseignants-chercheurs qui sont mobilisés sur tout un tas de choses. On a parlé déjà de la partie enseignant-chercheur et de la partie formation, mais on a aussi tous les administratifs qui au quotidien travaillent à faire en sorte que dans notre environnement de travail, on ait aussi un certain nombre de choses qui soient pilotées et mises en œuvre pour participer au bien-être de tout le monde, des étudiants et des personnels. Et donc je pourrais vous donner aussi plein d'exemples sur ce qu'on fait en termes de gestion des déchets, de limitation des usages plastiques, des usages uniques du plastique, tout ce qu'on fait en termes de santé et bien-être, sur la mobilité, sur le tabac, on parlait du sexisme tout à l'heure, du harcèlement, de la sécurité, et aussi tout ce qui touche à l'ancrage territorial. Et donc, dans notre gouvernance, on est très attaché au fait de pouvoir travailler aussi avec des partenaires, donc cette fois-ci partie prenante plutôt extérieure, des entreprises, à travers nos chaires de recherche, à travers notre fondation, à travers notre conseil d'administration. On est en lien finalement avec toutes ces entreprises. Et donc, pour nous, c'est important aussi de travailler en relation avec eux. Notre politique d'approvisionnement, elle est très orientée, fait en Bretagne, ou du moins fait en France, pour toutes les fournitures, les goodies. On travaille vraiment là-dessus, on est très vigilants. On a beaucoup de partenariats et de projets avec des acteurs locaux. Je parlais de la gestion des déchets, par exemple sur le recyclage. On a un partenaire local qui s'appelle la Feuille d'Érable qui travaille avec nous sur le recyclage du papier. Donc voilà ce que je pouvais dire en termes de gouvernance, donc des missions, des chargés de mission, des collectifs qui se créent à partir de ces chargés de mission, des collectifs aussi d'étudiants, et puis embarquer avec nous des acteurs locaux, entreprises ou autres. Et puis dans la gouvernance, il y a aussi toute cette partie tableau de bord, répertoire en fait de tout ce qu'on fait. Voilà. Merci beaucoup Fanny. Je peux juste bien sûr, Fanny. Au plan institutionnel, vous êtes chargée de mission pour votre IAE, c'est bien ça? Oui. Vous dites qu'il y a plusieurs chargés de mission, donc ça veut dire que la directrice de l'IAE de Rennes a le pouvoir de créer des chargés de mission. Moi, je n'ai pas ce pouvoir à Toulon, par exemple, je n'ai pas le droit de le faire. Et deuxième point, je suppose, même si c'est des sujets un peu tabous en France, qu'il y a derrière une forme de rétribution, puisqu'il y a une forme de responsabilité. Est-ce que vous avez une forme de rétribution derrière cette responsabilité? Oui. Oui, alors elle a le pouvoir. Si j'observe ce qui est fait, ce qui est mis en place, c'est que je comprends qu'elle a le pouvoir de mettre ça en place puisque ça a lieu. Donc je ne sais pas s'il y a des négociations avec l'université pour qu'elle puisse faire ça ou si elle a toute l'attitude. Je laisserai Gonel répondre à cette question. Je ne sais pas très bien. Je vois quand même que les choses... Comment? D'après ce que vous dites, elle a la latitude de le faire. Oui, j'ai l'impression. C'est un choix de chaque université. Voilà, donc, dans la mienne, je ne suis pas autorisée à le faire et je n'ai pas l'autorisation non plus de transformer des fonds propres
en rétribution pour des personnes qui prennent des responsabilités. Donc, à aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de le faire. Là, on voit bien, on touche bien du doigt quand même un écueil lié aux diversités des politiques des universités. Donc, je le souligne parce que ça crée en fait des distorsions, de capacité d'action aussi. Bah oui. Ouais. Merci. Merci Et donc oui, il y a un certain nombre d'heures qui sont allouées. On est finalement remercié aussi pour le travail qu'on fait là-dessus, en sachant que on est pour la plupart enseignants-chercheurs et on sait qu'on a déjà de nombreuses casquettes et donc c'est une nouvelle casquette. Et donc voilà, il y a quelques heures de rétribution dans le service. Okay. Merci beaucoup. Je me tourne vers Carolina pour voir ce qui se passe à Aix-Marseille. Ça pourrait être mieux, mais oui, il y a des choses à dire. Donc, merci beaucoup. Alors, à Aix, je vais parler au niveau donc, de l'IAE d'abord, et puis après, je parlerai quand même du niveau de l'université, puisqu'on peut également bénéficier de nombreuses approches que fait notre établissement père ou mère. Et puis, je parlerai à nouveau de nos étudiants pour des actions qu'ils font de leur côté, indépendamment de nous tous dans ce cadre-là. Donc, par rapport à l'IAE, ce qui est un peu de nouveau, mais bon, ça c'est très, j'ai envie de dire, situationnel. On a pu enfin, j'ai envie de vous dire, rénover les bâtiments, donc avec un budget de 4 millions d'euros quand même. Et donc, ce bâtiment, il est partiellement, dans la mesure du possible, partiellement, je dirais, responsable ou comment dit-on, vert. Parce qu'il est notamment, il a de l'isolation, c'est-à-dire qu'en hiver, il n'est pas trop froid, en été, il n'est pas trop chaud, en tout cas moins qu'avant. D'accord? Donc, c'était un peu l'objectif de cette rénovation parmi d'autres besoins. Ça, c'est vraiment une des parties importantes. La deuxième chose, c'est, bon, on a mis bien évidemment des bacs de tri un peu partout. On voudrait en avoir plus, on voudrait qu'ils soient un peu plus modernes. Quand moi je me promène dans d'autres business schools, comme j'étais récemment à INSEAD pour une conférence qu'il y avait là-bas, il est sûr que nos bacs de tri, voilà, c'est pas tout à fait pareil, mais quand même, ils sont là. Donc ça c'est bien. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? On s'est posé la question aussi de mettre en place mais on ne l'a pas fait, hein. Ça c'est juste une réflexion autour de la norme ISO 26000. Mais pourquoi j'en parle? Puisqu'on ne l'a pas fait. J'en parle parce qu'on avait quand même mis pendant plusieurs années des étudiants en Master 1 à travailler dessus, c'est-à-dire que ce qu'ils faisaient, c'était que sur les 5 dimensions qu'exige la norme ISO 26000, ils faisaient des petites vidéos, et donc ça faisait partie ça à l'intérieur d'une unité d'enseignement. Ça leur permettait à eux d'explorer de quoi il s'agissait pour leur avenir et à nous de nous donner la capacité de prendre des décisions raisonnables sur notre capacité à aller vers cette norme ou pas. Pour l'instant, c'est en stand-by, mais en tout cas, les étudiants ont beaucoup travaillé dessous, également pour eux, mais également pour nous. Et d'ailleurs, juste entre parenthèses, les étudiants maintenant, ils font, ça c'est une autre partie prenante que nous avons, tous les jeudis après-midi, ils ont l'après-midi libre en Master 1, parce qu'ils ont l'obligation, là pour le coup, de trouver une association et être bénévole, que ce soit sur des aspects sociétaux ou sur des aspects plus d'environnement. Et donc, je crois que c'est toi, Corinne, qui a dit, ils vont parfois nettoyer les plages à Marseille, et puis ce n'est pas de refus. Ils vont à des associations, il y en a beaucoup d'entre eux qui choisissent d'aller s'occuper de personnes âgées, d'aller leur faire tenir compagnie, de les aider à faire les courses, de les aider à aller au marché. Des fois des animaux, s'occuper d'animaux. Et donc, ils ont le choix, ils peuvent aller vers ce qu'ils veulent, mais tous les jeudis après-midi. Donc, c'est une espèce d'échange avec ces associations sur le moyen terme, donc tout le premier semestre. Et donc, voilà, ça, je voulais aussi vous le dire. Après, nous, on est aussi en lien avec notre université. Et donc, notre université, ce qui est beau, si vous vous souvenez, il y a 10 ans, donc il y a eu la fusion entre les 3 universités locales Aix-Marseille, menant vers cette énorme université, hein, la plus grande du monde francophone, et ça, elle a eu 10 ans.
Et puis, il avait une signature pendant environ 5-6 ans qui était initiative d'excellence. Et le nouveau président que nous avons, enfin, nouveau, plus trop nouveau, mais il a transformé cette signature en socialement engagé. Et si j'en parle, c'est parce que je pense que c'était tout à fait sincère. Ce n'était pas qu'un effet marketing, de conseil marketing qu'il aurait pu recevoir. Je pense qu'il y a une vraie démarche à niveau d'AMU qui nous aide, nous aussi, et l'ensemble des composantes et des instituts, à maintenir le cap sur cette volonté d'avancer sur toutes ces dimensions. Par exemple, la vice-présidente au développement durable, qui est Marianne Domézel, qui maintenant, en ce moment, elle est au ministère, à notre ministère, ici à Paris, pour la cérémonie de la 8e édition des trophées francophones des campus responsables, qui a lieu en ce moment. Donc, elle me disait en effet qu'ils ont mis en place, et nos étudiants, ils l'utilisent, peut-être moins le personnel enseignant, mais en tout cas les étudiants, une application qui s'appelle Klaxit, que vous connaissez peut-être, de covoiturage. Vraiment, alors ce qu'on ne connaît pas encore, c'est l'impact qu'il y a. On ne sait pas encore le mesurer parce qu'il n'y a pas assez de recul. Mais il y a vraiment cette volonté de faire en sorte que les étudiants fassent plus de covoiturage, qu'ils aient plus de soutien, notamment nos étudiants étrangers qui ne sont pas motorisés, qu'ils puissent compter sur les étudiants locaux pour les transporter également. Toujours avec l'université, il y a eu vraiment un service qui est très novateur, parce que ça existait uniquement dans une université au Canada, et d'ailleurs c'est cette université au Canada, au Québec, qui nous a aidés à la mettre en place. C'est le service pour le respect et l'égalité, avec 3 personnes à temps plein, d'accord, pour gérer des questions de discrimination, des questions de sexisme, bien évidemment de harcèlement sexuel, que ce soit à la fois du personnel ou des étudiants. Donc ça, c'est très récent, ça date du mois de mai. Il y a également tous les espaces d'échange sur le travail qui se mettent en place dans l'université, non sans difficulté, parce que ce sont des espaces qui sont censés être protégés un petit peu, mais c'est difficile de les mettre en œuvre. Et il y a eu un lien avec l'IAE, parce que comme à l'IAE, on a des compétences de facilitation. Par exemple, moi, un de mes rôles, c'est d'enseigner, entre guillemets, si je peux me permettre de le dire comme ça, à la facilitation de ces espaces d'échange sur le travail pour tous les collègues d'AMU, de tout AMU, qui souhaitent faire partie, animer ce type d'espace. Et puis enfin, nos étudiants. Ah oui, après, il y a aussi au niveau du laboratoire, par exemple. Alors ça, je ne sais pas si c'est une injonction nationale, vous allez peut-être pouvoir me le dire, mais par exemple, les jurys de thèse de doctorat, ils doivent être à parité. Oui. Ça, c'est partout. Ça, c'est la loi. C'est la loi. Mais c'est très bien, parce que je trouve que c'est très difficile, mais on s'en fout. Il faut absolument trouver le moyen de toujours le faire. Très important. Et enfin, nos étudiants, franchement, nos étudiants formidables. L'an dernier, sans rien nous demander, ils ont tout fait par eux-mêmes. Ils ont fait toute une étude longitudinale sur 2 ans avec l'approche balance ton stage, sur lequel, qui a été publié sur Mediapart en mettant en avant la quantité de harcèlement, notamment sexuel, que nos étudiantes peuvent souffrir en entreprise quand elles font leur stage. Et du fait aussi que parfois elles pouvaient manquer de soutien institutionnel de notre part. Donc, vous voyez, une approche extrêmement courageuse, extrêmement rigoureuse, qui nous a absolument touchés particulièrement. Et sinon, je voulais juste dire que j'ai appris à travers ce matin et maintenant cette notion de comité. Pourtant, on le sait, hein, quand on enseigne sur les entreprises à mission, on sait qu'il faut qu'il y ait un comité, des parties prenantes. Ben, je pense que nous, on ne l'a pas et c'est quelque chose qu'il faudrait instaurer. Donc, j'en profite pour vous remercier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Corinne, tu peux reprendre la main? Je vais essayer de vous dire un petit peu ce que je fais, ce que nous faisons au niveau de l'IAE Toulon sur ces questions de pilotage. Alors déjà, j'ai été très inspirée en tant que, quand je me suis formée à l'enseignement à la recherche par les ouvrages de Samuel sur l'éthique. Et lorsque je suis arrivée à la direction de l'IAE, j'ai en fait élaboré un programme qui était fondé sur une gouvernance participative, sur un socle de valeurs que j'ai formalisé et explicité, sur des principes d'action. Et j'ai synthétisé mon programme comme, dans la mesure où je n'ai pas énormément de moyens humains, sur un management par projet
inclusif et humain, c'est-à-dire que chacun pouvait prendre une parcelle de pouvoir et mener ses projets, et je les encourageais et je les aidais à réaliser ces projets. L'idée, c'est que personne ne devait être laissé sur le bas-côté ou pas soutenu, en quelque sorte, dans ces projets. Donc ça, c'est quelque chose qui dépendait de ma volonté, hein, de mon intention, et c'est quelque chose que j'ai essayé de réaliser tout au long de ce 1 mandat et demi, puisque je suis dans la moitié du 2e mandat, presque à la moitié du 2e mandat. Dans mon prochain conseil d'administration pour 2023, j'envisage de faire passer une ligne d'orientation stratégique intégrant maintenant à l'échelle de l'IAE un projet stratégique développement durable et RSE. Donc, j'ai quasiment une page aussi voilà, pour passer maintenant à une dimension plus collective que ce que nous avons fait jusqu'à présent à quelques-uns. Alors, dans la mesure où on est très dépendant, nous, de notre université, hein, qui nous tient vraiment sous tutelle de façon très, comme un carcan un peu, hein, parfois, nous avons peu de marge de manœuvre sur la politique d'achat. Donc, sur la politique d'achat, là où nous sommes en capacité de le faire, nous avons une politique d'achat responsable sur les goodies, sur les traiteurs, sur la papeterie. Ensuite, notre université, comme je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, par le biais de certains directeurs de services, donc là, souhaite avancer. Et donc, ils nous ont recruté une apprentie de Master 2 pour les aider. Donc, ce que je souhaite, c'est être dans une logique de coévolution, en fait, avec l'université, effectivement, mettre à leur disposition aussi des moyens quand nous en avons pour que nous avancions un peu plus vite. Là, cette apprentie doit travailler en particulier sur le tri sélectif dans les différents campus de l'Université de Toulon. J'ai décidé aussi, en travaillant sur le label des DRS, de développer des conventions partenariales avec des ONG ou des associations lorsque nous n'avons pas les compétences pour faire certaines choses, en particulier en matière de biodiversité. Donc, une convention partenariale est en cours de signature là, avec la Ligue de protection des oiseaux. Donc, d'ailleurs, l'IAEDEX aussi est en convention avec la LPO, puisque c'est la même direction régionale et nous en avons parlé. Et voilà, donc ça, c'est ce que nous faisons à notre niveau. Et puis, l'université fait beaucoup de choses en matière sociale. Donc, au niveau de l'université, il y a quasiment tout est fait en termes de... Il y a une mission handicap. On a les bâtiments dans lesquels nous intervenons sont totalement équipés pour les personnes à mobilité réduite. On a un service qualité de vie au travail. On a une cellule d'écoute. On a un service qui accueille les signalements pour les violences sexistes, le harcèlement, les risques psychosociaux, et bien évidemment, on a tout ce qui relève du bilan social et de ces activités-là. Et l'université va développer a le projet de développer un éco-campus, mais sur un site uniquement, qui est le site de la gare, le site principal. Et nous sommes au centre-ville, ce qui est beaucoup plus compliqué pour nous. Donc, pour l'instant, on n'a pas vraiment de démarche, justement, en matière environnementale. D'où les démarches que nous initions sur les questions de tri sélectif, de convention avec des associations, etc. Voilà ce que je peux dire. Merci. Samuel, c'est à toi. Merci. Alors, en termes de pilotage, moi, j'inscris mon témoignage avec peut-être mes expériences, donc expérience de directeur d'IAE depuis 2 ans et demi maintenant, et aussi expérience de vice-président responsabilité sociale de l'université et développement durable, je ne sais plus bien, c'était RSUDD, je crois, mon titre. Donc pendant 2 ans à l'université de Bourgogne entre 2016 et 2018. Non, pardon, 2018 et 2020, oui, c'est ça. Donc, quelles expériences sortiront? D'abord, ce sera la modestie, parce que même si on s'intéresse au thème et qu'on starte de connaître un certain nombre de choses, quand il faut mettre en pratique, ce n'est pas évident. Ne serait-ce que pour savoir par où commencer et puis de peut-être savoir cerner de quoi on parle. Alors, je voulais vous rappeler la définition de la RSU. La responsabilité sociale de l'université, c'est l'intégration des préoccupations culturelles, sociales, économiques, écologiques dans toutes ses activités.
et l'ensemble des relations que l'université entretient avec ses parties prenantes, étudiants, personnel, monde du travail, collectivités territoriales, toutes les autres composantes de la société. Vous voyez que la démarche est de grande ampleur. Et donc, nous, si on parle spécifiquement de l'IAE Dijon, le développement durable est inscrit dans la stratégie de l'école depuis le début de mon mandat, depuis janvier 2020, avec une volonté de réfléchir sur notre raison d'être, même si très vite, avec la crise, il y a eu un stand-by de plusieurs mois. Ça a été évoqué aussi par Fanny pour les réunions du comité RSE. On n'a pas toujours eu la possibilité de se centrer là-dessus. On a axé nos priorités sur l'organisation de cours à distance très rapidement et sur le respect des contraintes, des jauges, etc. Malgré tout, on a des pratiques multiples qui se sont développées. Et d'ailleurs, je remercie ici Florence Denougeot et Adèle Grégoire, mes deux collègues de la communication, qui nous encouragent à développer ces thèmes et qui ont rapporté les pratiques, les actions menées en 2020-2021 dans notre rapport annuel. C'est la première fois qu'on introduisait un volet développement durable, responsabilité sociale, pour essayer de synthétiser un peu tout ce qu'on sait. Donc, par exemple, participer au challenge écologique en lien avec IAE France, participer au don de sang, de plasma lorsqu'on est sollicité par l'établissement français du sang, les entraides aux étudiants en difficulté, bien sûr des initiatives avec des associations locales, promouvoir la qualité de vie à l'IAE, ces questions d'égalité, de diversité, d'inclusion, la gestion des achats. Les goodies, c'est une thématique qui monte et on essaye effectivement d'en commander moins et d'en commander certains dont on peut tracer l'origine pour s'assurer qu'on n'est pas nous aussi complices des atrocités qui sont commises parfois pour nous fournir en goodies. Gestion responsable des fluides, on a fait changer tous les robinets du bâtiment avec des détecteurs de mouvement, parce que ce n'était pas rare d'arriver dans une toilette avec des toilettes avec un robinet qui coulait à fond. On ne sait pas si c'était depuis quelques minutes ou quelques heures, c'est quand même assez incroyable. Et puis aussi encourager notre BDE à développer des actions dans ce champ, à développer une commission RSE ou nos associations de diplômés pour ça. Plus récemment, on a eu un fait marquant, me semble-t-il, pour lancer notre démarche, pour la structurer un peu plus. On a, dans le cadre d'une journée team building le 1er juillet dernier, invité tous nos personnels à participer à la fresque du climat. Et à l'issue de cette fresque, on a eu une séance brainstorming pour dégager des priorités collectives, aussi bien sur nos comportements professionnels que personnels. Et donc, nous allons de façon imminente lancer notre comité RSE pour synthétiser ces actions et mener des actions d'ambition croissante, je l'espère en tout cas. On a fait appel à des volontaires. Plusieurs personnes ont déjà manifesté leur souhait de faire partie de ce comité et son objectif sera de structurer nos actions, de les mettre en cohérence, peut-être aussi de voir comment on peut lutter contre les paradoxes qu'on rencontre tous. Moi, j'ai découvert en prenant la direction qu'un de nos collègues passait chaque matin chercher une bouteille en plastique pour sa journée. Donc, au lieu d'utiliser une gourde, c'est dommage. C'est difficile parfois de commander des goodies qui ne viennent pas de Chine quand on veut du textile, par exemple. C'est difficile de trier les déchets parce que tout le monde nous dit que c'est mélangé après, donc ça ne sert à rien de faire l'effort dès le départ. Difficile de ne pas prendre sa voiture pour aller travailler quand ça permet d'économiser du temps. Donc, on ne sait pas très bien toujours par où commencer, il y a beaucoup à faire. Et pour ça, mon conseil, ce serait de s'armer de patience, de déjouer les lectures sceptiques, de ne pas vouloir aller trop vite non plus, mais quand même de donner des impulsions pour que les mentalités changent, évoluent, de ne pas se décourager. Sur ces questions, on dirait que c'est un cheminement qui n'a jamais de fin. Et donc, commencer de façon modeste, ça permet peut-être de pouvoir très vite développer sur la durée les actions et pas de devoir tout lâcher parce qu'on a voulu être trop ambitieux dès le départ.
Je trouve aussi qu'on est incité très positivement, comme l'a évoqué Jackie Galins dans sa vidéo ce matin, par ACSB, quand on cherche à obtenir cette accréditation à l'international. La question des valeurs, de nos missions, notre vision est centrale. Et ça nous montre aussi qu'on a un besoin d'avoir peut-être davantage de mesures, d'instruments de mesure, et de construire des indicateurs pour s'améliorer. Je voulais aussi évoquer, à l'image de ce qu'a fait Corinne, l'importance des relations université-IAE. On doit pouvoir s'ancrer sur les projets qui sont proposés parfois dans nos universités. Ce n'est pas toujours simple. Entre la vice-présidence RH, patrimoine, et éventuellement développement durable ou chargé de mission, il y a parfois entre le social et l'écologique des thématiques qui se recoupent, donc pas toujours évident. Et bien sûr, si l'université n'avance pas suffisamment, lancer nos propres initiatives plus locales, et peut-être ça n'avance pas assez vite, on peut nous-mêmes lancer des choses, mais on peut profiter de tout ce qui se met en place au niveau de l'université. Parfois, quand on parle des relations avec nos universités, on s'en plaint en disant qu'on est contraint, etc. Mais il faut aussi reconnaître qu'on a beaucoup d'apports, beaucoup d'atouts, surtout dans le système français de l'université publique quasi gratuite. On en connaît les inconvénients, mais il faut aussi en souligner les avantages, y compris pour nos étudiants de milieux modestes. Et c'est aussi une partie de nos valeurs dans nos IAE de pouvoir permettre à des étudiants qui n'ont pas forcément la capacité de financer des études très coûteuses, de réussir tout aussi bien que leurs homologues d'écoles privées. Il faut être aussi conscient que nos DGS, les directeurs généraux de services et parfois les responsables administratifs, pas tous apparemment, mais certains ne sont pas forcément convaincus par l'importance de ces thèmes et se replient derrière la gestion de la scolarité ou d'autres, n'ont pas forcément la capacité non plus ni le temps à prendre des projets plus ambitieux comme ceux de la responsabilité sociale ou du développement durable ou d'autres. Donc, ça serait sûrement intéressant que DGS et ERA soient formés aussi à ces questions. Je ne sais plus si c'était dans le rapport de ce matin. Il faut peut-être ne pas hésiter à sortir des marchés publics quand on voit qu'on n'arrive pas à obtenir des garanties. Je sais que, par exemple, le Crous est incapable de nous alimenter en produits qui soient correctement... Donc, moi, je peux vous donner une anecdote. J'ai une chargée de mission d'un laboratoire quand j'étais vice-président en économie, qui est venue me voir en disant qu'elle voulait organiser un colloque 100% socialement responsable, parfois contre l'avis de sa directrice de laboratoire. Ça a été compliqué et au final, bon, c'est un défi impossible à relever, y compris pour les pauses déjeuner, tout un tas de choses. Je pense qu'il faut continuer à garder cette idée de s'améliorer, d'essayer d'irriguer l'ensemble de nos pratiques avec le développement durable. Alors, on doit se confronter à des thématiques très diverses. Le handicap, il y a des thèmes qui montent, LGBT+, etc. L'égalité femmes-hommes, on a vu que le Covid avait un impact négatif, un recul de l'égalité, donc ça veut dire qu'il faut sensibiliser davantage, et on ne peut pas tout faire, c'est-à-dire qu'il faut sans doute dégager des priorités, ce n'est pas toujours simple, il faut rester en veille. Une nouvelle thématique qui monte, c'est la sobriété numérique. Donc, demander aux collègues d'arrêter de partager des pièces jointes de plusieurs mégas. Et j'ai une nouvelle anecdote à vous narrer. Tout récemment, j'ai reçu un mail du secrétariat, enfin diffusé par l'université, du secrétariat de la région Bourgogne-Franche-Comté avec la stratégie de la région pour les années à venir, dans ce PDF, on a une stratégie de développement durable et le document fait modestement 18 mégas. Et en 2 minutes, quand on le compresse, on arrive à 6 mégas. Donc, on réduit des 2/3 très facilement. Et ce n'est pas compliqué. À l'image de ce que disait Jackie Galin ce matin, ce n'est pas une question de moyens. Ça ne coûte pas cher d'avoir des pièces jointes plus sobres et de moins les partager, peut-être. C'est juste une question de réflexe, de bons usages aussi des réseaux sociaux. Tout simplement éteindre vidéo et lumière dans des salles de cours. Je pense que ça ne coûte pas cher, mais c'est la plupart du temps, quand je débarque dans des salles, je me rends compte que ça n'a pas été fait. Donc, il y a vraiment des choses basiques. Et mon conseil, si on débute pour les IAE qui
commencerait à s'emparer de ce thème, et à l'image de ce qui a été dit, le référentiel DDRS, c'est peut-être pas mal pour se l'approprier, avoir un petit guide. Et à mon sens, de façon plus ambitieuse, ensuite, on se privera. Je pense qu'il est difficile de se priver d'une labellisation, quel que soit le label qu'on retient. Mais à mon sens, ça aide à structurer les actions, à organiser le reporting, à avoir des indicateurs. Sinon, on sera pris par notre quotidien comme toujours et on aura d'autres choses plus urgentes à faire et on restera au stade des intentions et pas de la mise en œuvre. C'est quand même l'objectif de notre journée, de réfléchir à du concret et pas seulement à des bonnes idées. Parfait, parfait. À moi de jouer. Alors, moi, la première chose que j'avais envie de dire, c'est que je suis dans une université où il n'y a pas de VP développement durable. Ça n'existe pas. Il y a un schéma directeur du développement durable. Il y avait une chargée de mission développement durable, mais qui malheureusement a trouvé un emploi de meilleure qualité, est partie au bout de 2 mois, donc on est en phase de recrutement. Ça fait partie d'expériences bien connues dans nos universités actuellement. Alors, dans le cadre du développement durable, néanmoins, les choses avancent gentiment au niveau institutionnel, au niveau de l'établissement. On vient de mettre en place des comités locaux du développement durable qui regroupent par zone géographique sur le campus une ou plusieurs composantes de l'université et des services centraux également. Il existe aussi un conseil de l'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà. Alors, au niveau de l'IAE maintenant, l'IAE, le développement durable, il est comme pour Corinne et Samuel, il est dans le projet stratégique que je porte, qui également, comme Corinne, a été le fruit d'un travail de collaboration des collègues dans la construction. On l'a construit grâce à Zoom pendant le premier Covid. On a échangé avec les collègues. Voilà, on s'ennuyait un peu, donc il y a un moment donné, voilà, on a un petit peu travaillé collectivement et on a mis ça en place. Et la particularité aussi, c'est que ce développement durable, on doit le développer dans une université qui est extrêmement contrainte, avec des locaux qui sont des locaux des années, disons, 70 à peu près, qui sont des passoires thermiques complètes. Donc, le président est très content parce qu'on a un très bon bilan carbone grâce au Covid, mais pas du tout grâce à l'architecture locale, qui au contraire est absolument calamiteuse, il faut le dire. Donc, il y a quelques projets supportés par la région, enfin, on ne voit pas trop grand-chose venir. Alors, nous, on est dans la frugalité totale, les investissements autour des locaux ont été quasi inexistants. Donc, l'IAE se substitue, grâce à ses fonds propres, en fait, grâce à ses ressources propres, on se substitue beaucoup à une incapacité d'agir, puisque non seulement on était dans des passoires thermiques, mais on était aussi dans le rouge parce qu'on est passé à 2 doigts de passer sous la tutelle du recteur parce qu'on était en déficit budgétaire. Donc, globalement, si on veut que les choses se fassent, ben, globalement, on se retrousse les manches au niveau de l'IAE et au niveau des locaux, ben, là, on est en train de travailler aussi toujours sur la frugalité et sur la décarbonation. Donc, là, on va basculer tout l'éclairage en LED. On a aussi décidé de mettre en place par nous-mêmes, parce que ce n'est pas proposé, le tri des déchets, donc avec l'aide des étudiants. Donc, un peu plutôt un tri citoyen, puisqu'il existe à proximité des zones de tri. On s'est dit, on va s'en charger par nous-mêmes. Si les services centraux ne peuvent pas le faire, on va le faire nous-mêmes. On a des questions autour de la qualité de l'eau, de l'accès à l'eau. On a distribué des gourdes, mais les étudiants nous ont gentiment fait remarquer qu'ils n'avaient pas accès à l'eau. Donc, on va installer là des fontaines qui vont filtrer l'eau, parce que l'eau est de très mauvaise qualité en Bretagne. Donc, il faut qu'on arrive à leur mettre une eau de bonne qualité en place, sachant qu'elle se dégrade. C'est-à-dire quand l'eau de la ville arrive dans le campus, elle est dans les normes, mais il semblerait, d'après les collègues scientifiques, que compte tenu de la dégradation de nos locaux, dans certains points du campus, il y a une hétérogénéité de la qualité de l'eau, donc on va essayer, nous, d'y travailler, c'est une problématique.
vraiment forte en Bretagne. On a aussi la question de public cible, hein, qui sont des publics sensibles. Hein. Donc, les étudiants étrangers, on a fait un travail avec les étudiants justement sur l'accueil des étudiants étrangers, notamment des étudiants Campus France, pour lesquels l'arrivée en France est extrêmement difficile. Donc, on essaye de les accompagner au mieux. On a obtenu un label aussi ASPI Friendly, donc sur l'accueil des autistes Asperger, du handicap. On a travaillé sur la sécurité des femmes sur notre campus, notre lanceau de campus. On a fait des marches exploratoires avec des étudiantes pour identifier en tout cas les zones où elles pouvaient éventuellement se sentir en danger. On a travaillé avec les services centraux pour améliorer l'éclairage, créer des zones refuges. Voilà, parce qu'il y a eu des problèmes, c'est-à-dire qu'entre le centre-ville et les cités universitaires, elles traversent le campus, qui est un campus un peu à l'américaine, avec des espaces boisés, de la verdure et tout ça, mais qui sont aussi des espaces potentiellement dangereux la nuit pour elles. Voilà, donc on avait fait ce travail. Et puis, on a aussi réfléchi à nos critères, à la prise de décision, à nos critères de choix pour essayer aussi de se décarboner. C'est-à-dire, notamment la question de la mobilité. Donc, nous, tous nos masters sont en apprentissage en M1 et en M2. On doit visiter nos apprentis et tous nos collègues n'ont pas forcément un véhicule très vertueux. Donc, on a fait l'acquisition d'un véhicule de service hybride que nos collègues peuvent utiliser s'ils veulent aller voir les collègues. On a aussi, on essaie de réfléchir aussi au moment où on fait nos recrutements d'intervenants extérieurs, de privilégier évidemment les gens qui sont susceptibles soit d'être proches de nous, soit de pouvoir venir avec un mode de, par exemple, le train et pas forcément la voiture. On réfléchit aussi, quand on affecte nos apprentis dans les entreprises, on essaye de voir avec eux et notre objectif est de calculer l'impact carbone de nos formations. Donc, en prenant en compte la localisation de nos apprentis. Et également, on réfléchit sur la mobilité internationale en essayant d'avoir aussi des activités de mobilité virtuelles. Donc, de faire du travail collaboratif, puisqu'on est une université européenne, par exemple, de faire des cas en faisant travailler les Brestois avec des Espagnols ou des Polonais, mais à distance. Ce qui leur permet de faire de l'interculturalité sans avoir à se déplacer également. Alors, moi, je pense qu'au niveau du pilotage, il faut aussi qu'on rende visible. J'étais assez sensible aux propos de dire oui, c'est important, comme à l'IGR, ils sont meilleurs que nous, en fait. Hein. À l'IGR, ils savent valoriser en fait ce qu'ils font. Nous, pas trop. Et déjà, on va le rendre visible sur nos budgets. Donc, j'ai demandé à mon responsable administratif et financier qui est très mobilisé sur le développement durable, de créer des codes analytiques pour pouvoir aussi mesurer les investissements et les dépenses qu'on fait dans le cadre du développement durable. Hein. Voilà, pour aussi contribuer, je dirais, à un éventuel peut-être recherche de label. Hein. Voilà, donc globalement, et puis dans la vie, la qualité de vie au travail. On essaye aussi de travailler, et Samuel le soulignait, c'est très difficile, sur la qualité de la nourriture. Donc, on a obtenu, par exemple, qu'il y ait une majorité de repas végétariens au niveau de notre cafétéria. Donc, ce qui est proposé maintenant. Mais par contre, au niveau des distributeurs de snacking, catastrophe. Il y aurait une bouteille plastique et sucre complètement saturé, là, mais bon. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a commencé à mettre en place des partages de surplus de potager, de vergers, et on achète aussi des fruits pour le personnel, pour les pauses méridiennes, donc 2 fois par semaine. Voilà, en résumé. Voilà. Il va falloir conclure assez rapidement. Donc, on voulait un peu parler de la recherche, mais ça sera peut-être l'occasion de se revoir sur cette question à part entière. Voilà. Je crois que la difficulté, il y a plein de... Je dirais, la question centrale, c'est comment on passe
d'une simple étape où on fédère des expériences individuelles, des initiatives individuelles qui existent dans tous les IAE. En fait, ce qu'on voit, c'est que tous les IAE, quelle que soit leur localisation, leur taille, peuvent agir. Alors maintenant, quel impact ça a? Bon, pour l'instant, c'est pas tout à fait, mais il faut qu'on progresse. Probablement, c'est un axe de progrès de mesurer l'impact, de se doter d'outils d'évaluation de cet impact. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que... D'accord, j'ai peur. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que il faut quand même que tout ça soit coordonné au bout d'un moment et qu'on y mette du sens et probablement de la visibilité, parce que ce qui nous distingue quand même beaucoup de nos camarades du secteur privé, c'est que eux, nous on agit mais on ne communique pas, et eux ils communiquent beaucoup, ils agissent un peu, peut-être aussi beaucoup, mais en tout cas eux ils ont commencé par communiquer, et donc on a l'impression, vu de l'extérieur, qu'ils sont beaucoup plus actifs que nous. Donc, moi, je pense que en tout cas, je vais vous laisser bien sûr conclure aussi, mais de mon point de vue, moi, ce que je vois, c'est que c'est très rassurant quand même, c'est qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup d'initiatives, mais qu'il faut qu'on arrive à mieux, je dirais, coordonner pour donner du sens. Et une fois qu'on aura ce sens, on aura construit cette histoire, on pourra communiquer autour. Merci Marie-Noëlle, merci à toutes et à tous qui avez alimenté ce débat. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, on a envoyé un signal à notre communauté, aux 37 IAE qui constituent le réseau IAE France. C'est que tous ensemble, on est plus fort. Tous ensemble, on peut s'inspirer, on peut mutualiser, on peut échanger nos pratiques. On peut donc aller forcément plus loin que la façon dont nous progressons individuellement. J'espère que cette première journée de rencontre, on n'a pas pu épuiser tous les sujets. C'est très dommage d'ailleurs qu'on ne puisse pas parler de la recherche, mais on le fera dans un autre temps, parce que sans recherche, on n'a pas de construction de diplôme, on n'a pas de construction de maquette, on n'a pas d'existence en fait. Peut-être on pourrait inviter le président du Labo 1.5. Par exemple. Donc, il y a quelque chose à faire là avec la recherche, et puis inviter nos collègues qui sont directeurs de labo et qui en ce moment sont un peu sous l'eau aussi. Ouais. Donc, voilà, peut-être que ce sujet n'a pas pu être abordé, mais c'est justement parce qu'il faut qu'on lui consacre peut-être plus de temps lors d'une journée ou d'une rencontre qui sera dédiée à ça. J'espère que tout le monde repart de cette journée un peu reboostée, un peu relancé dans ces initiatives, dans ces projets. Donc, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et on voit en agrégeant toutes les initiatives de tous les IAE que, oui, on fait des choses. On fait même beaucoup de choses. Alors, ce que nous allons faire, nous, avec IAE France, c'est qu'on va aider la communauté à communiquer. On va aider la communauté à rendre visible tout ce qu'elle fait, et tout ce qu'elle fait bien, et tout ce qu'elle fait sérieusement, et tout ce qu'elle fait rigoureusement, ce qui n'est pas toujours le cas ailleurs. Mais bon, peu importe. Nous, on essaie de faire les choses bien. Et on ne sait pas très bien le dire, parce que quand on est dans l'action, on ne peut pas être dans la communication. C'est un peu compliqué de tout faire en même temps. Alors, on va essayer de faire ça avec IAE France et d'aider tout le monde, toute notre communauté à poursuivre cette belle dynamique d'amélioration continue pour un avenir souhaitable ou désirable. Donc, merci à tous. Bonne continuation dans vos projets. Portez-vous bien, et si vous vous portez bien, la planète se portera bien. Merci Corinne. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir, merci. Merci Fanny.